Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live du cycle des idées à l'œuvre de la Halle au sucre. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour parler de pesticides, virus, pandémie. Pesticides, virus, santé, pourquoi t'es pas dans ton assiette? Alors, ce cycle de conférences est organisé par la Halle au sucre de Dunkerque. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un équipement culturel et scientifique de la communauté urbaine de Dunkerque qui a pour vocation, qui est dédié entièrement à la ville durable et à la transition écologique. Donc, c'est un équipement qui est ouvert à tous ceux qui veulent se former, s'informer, co-construire ensemble le monde de demain. Et donc, c'est avec Marie-Monique Robin, qui est présente parmi nous, que nous allons ce soir dialoguer ensemble sur ce thème essentiel de notre saison dédiée à l'alimentation. Alors, en notre compagnie, nous avons Géry Flagolet, qui est à la technique, et Olivier Thomas, qui est également à la modération du chat. Donc, vous pouvez poser vos questions au long de la conférence et on donc relaiera ces questions à Marie-Monique pour qu'elle puisse vous répondre. Alors, Marie-Monique, bonjour. Bonjour. Nous sommes très contents de vous accueillir aujourd'hui. Merci d'être venu jusqu'à nous dans ces conditions. C'est pas facile. En plus, vous rentrez direct du Mexique presque, où vous avez commencé le tournage de votre film dont on parlera tout à l'heure. Vous êtes donc journaliste d'investigation, documentariste, réalisatrice et également écrivaine. Vous avez mené de nombreuses enquêtes approfondies sur des sujets qui vous tiennent à cœur, qui sont des causes que vous défendez. Et on va s'intéresser ce soir plus particulièrement à celles qui concernent l'alimentation, que je vais citer. On va pouvoir peut-être montrer aussi les différentes références citées. Il y a d'abord eu votre enquête qui a fait un coup de tonnerre dans le monde entier, qui était Le Monde selon Monsanto. Et là, vous avez sorti d'abord un film, puis un livre, comme vous faites très souvent d'ailleurs dans vos enquêtes. Et c'était en 2008. Et vous nous en parlerez un peu. Ensuite, vous avez en 2010, pardon, je vais mettre mes lunettes, ça sera mieux. En 2010, donc, vous avez fait une enquête sur notre poison quotidien qui parle de la façon dont sont élaborées les normes chimiques, notamment sur tous les produits, non seulement dans notre alimentation, mais qui nous entourent. Et puis, là aussi, vous avez sorti un livre et puis un film, ou plutôt l'inverse. En même temps. C'est toujours en même temps, en fait. Et ensuite, en 2012, vous avez sorti Les Moissons du futur, qui là sont un tour d'horizon international des exemples d'agroécologie qui sont très inspirants. Et puis, vous avez également là aussi le livre et le film. Nous n'aurons pas le temps de parler des déportés du libre-échange qui pourtant ne sont pas non plus déconnectés des questions alimentaires. Vous avez aussi fait une enquête sur Sacrée Croissance dont on n'aura pas non plus beaucoup le temps de parler en 2016 avec 2014. Ah pardon, 2014. Oui. Et puis, Qu'est-ce qu'on attend ? Qui est également un livre et un film très inspirant, qui montre justement des exemples de solutions par rapport aux questions de transition. Oui, qu'est-ce qu'on attend ? C'est plutôt un film sur un village en Alsace qui montre tout ce qu'on devrait faire grâce à un conseil municipal très inspiré. Voilà. Et les alternatives, c'est dans Sacrée Croissance. Voilà. Voilà, merci pour la précision. On insistera sans doute plus sur le Roundup face à ces juges que vous avez fait en 2017, donc en reprenant le dossier du glyphosate que vous aviez laissé avec le monde de Monsanto.
et qui donc reprend la question des pesticides qui est toujours d'actualité. Le livre il y a également un film et un livre. Enfin, votre dernier film, Nouvelle Cordée, qu'on avait prévu de présenter au Studio 43. Malheureusement, nous n'aurons pas ce plaisir tout de suite, mais j'espère que ce n'est que partie remise. Et puis, ce livre était dédié à une expérience de... Un film, c'est un film. Pardon, ce film est dédié à une expérience de territoire zéro chômeur. Donc j'espère qu'on aura bientôt l'occasion de le voir parce qu'il n'a pas eu le temps de prendre son ampleur à l'écran. Et puis surtout votre dernier livre qui vient d'être publié, donc toujours aux éditions La Découverte, qui est La fabrique des pandémies, préserver la biodiversité, un impératif pour la santé de la planète. Alors, ce livre... donne une voix à plus de 62 scientifiques qui parlent depuis longtemps mais qu'on entend peu et qui expliquent les causes de cette pandémie et surtout on connaît beaucoup d'informations sur ces pandémies et on avait la possibilité sans doute de les prévoir. Ce que je voudrais signaler, c'est que l'ensemble de ces références sont également disponibles et empruntables dans le réseau des bibliothèques de Dunkerque, les balises. Et tout de suite, pour démarrer la conférence, j'aimerais poser comme première question le fait qu'on a pu le voir par l'ensemble des références qu'on a citées, évidemment, au milieu des 40 films que vous avez déjà réalisés, ce n'est qu'une petite partie, mais on voit bien que quand même les questions alimentaires sont toujours très présentes dans l'ensemble de votre œuvre. D'où vient cet intérêt sur ces questions? Bon, alors moi, ça fait 35 ans que j'ai une carte de presse, comme on dit dans notre métier. Et j'ai choisi ce métier pour une raison très simple. On pourrait dire aussi un peu prétentieuse, pour pouvoir changer le monde, voilà. Et donc je me suis toujours intéressée à la question des droits humains, c'est ça qui est mon moteur. Et en fait, on peut tout regarder à travers le prisme des droits humains. Et évidemment, quand on s'intéresse aux droits humains, la question de l'alimentation est primordiale. Qui contrôle les semences, par exemple, n'est-ce pas? Comment vivent les paysans qui nourrissent le monde? À qui appartient la terre? Donc voilà. Et donc, assez rapidement, cette question est devenue centrale, avec un intérêt aussi qui est très certainement dû à mes origines paysannes aussi, hein, que j'ai toujours revendiquées. Je suis née dans une famille d'agriculteurs dans le Poitou-Charentes, avec des parents très engagés qui m'ont toujours dit que le métier d'agriculteur, le métier de paysan, je préfère dire d'ailleurs, est un métier fondamental parce que personne ne peut vivre s'il n'y a pas des paysans dans le monde qui sèment des semences, tout simplement, et qu'il fallait être fier d'être fils de paysan, voilà, parce que c'était le métier, avant tous les autres, celui qui permet aux autres d'exister, voilà. Merci. Alors, du fait, sur ce thème-là, une des enquêtes qui a vraiment fait le tour du monde et a été, je le disais tout à l'heure, comme un coup de tonnerre, aussi bien dans le monde politique que dans toute la filière agroalimentaire et aussi auprès du grand public, c'est celle du Monde selon Monsanto. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ce film et de ce livre et pourquoi il est si essentiel? Alors, c'était un peu quand même une très grosse surprise, en fait, hein, l'impact dont vous parlez, parce que effectivement, le livre est traduit en 25 langues, ce qui est assez rare pour des essais, hein, s'agissant d'une multinationale américaine. Le film, je suis assez fière de dire que Arte a reconnu un jour, la chaîne qui l'avait donc diffusé la première fois, que c'était le documentaire le plus piraté au monde. Donc, je trouve que c'est un bel hommage. Il y a des versions qui circulent sur la toile qui sont très improbables, hein, en bengali, en wolof. Il faut être courageux quand même de mettre des sous-titres sur un film qui fait 1h50. Enfin, voilà. Le cœur de cette enquête, qui m'a pris 2 ans quand même, c'est la compagnie Monsanto, donc,
qui à l'époque n'était pas très connu, parce qu'aujourd'hui, si, mais je me souviens que quand le film est sorti, qu'il y a eu ce tel impact, et le livre, Le Monde avait écrit, personne ne savait qui c'était Monsanto avant, et maintenant tout le monde en parle dans sa cuisine, c'était une citation, enfin bon. Voilà. Alors je montrais comment une multinationale, qui était donc l'un des plus grands chimistes du XXe siècle, devenu aussi un acteur très puissant de toute la chaîne agroalimentaire, hein, avec des pesticides, avec des engrais chimiques, et puis des semences transgéniques, donc leader des OGM, hein, sur la planète, eh bien, avait systématiquement caché les données de toxicité, par exemple, de ces produits qu'elle avait dans des tiroirs, voilà, et maintenait sur le marché à tout prix, et en connaissant l'impact sanitaire, par exemple, de ces produits, eh bien, mentait, manipulait, je le dis ouvertement, parce que je l'ai dit devant des congrès, le congrès au Canada, je l'ai dit au Parlement en Argentine, je l'ai dit au Japon, enfin, je l'ai dit publiquement, parce que c'est prouvé, c'est démontré, j'ai tous les documents, j'ai toutes les interviews, donc ça a eu évidemment beaucoup d'impact, parce que on a réalisé pour la première fois, je crois de manière très précise, comment l'industrie chimique, parce que vous avez parlé de notre poison quotidien, c'était en fait la suite, hein, où j'ai montré que finalement c'était un comportement quasiment systématique de l'industrie chimique qui nous a menti pendant des décennies, et continue de le faire, hein, en fait, sur la toxicité des produits qu'ils mettent sur le marché, alors qui sont des produits qui peuvent contaminer l'environnement, l'alimentation, la terre, les sols, l'air, enfin voilà. Et, euh, et c'est pour ça que je pense que ça a eu un tel impact. Monsanto, c'est le glyphosate, c'est aussi les OGM. Il y a eu. Est-ce que vous pouvez resituer dans quel contexte ce film est arrivé au niveau du débat OGM et... C'est donc le film et le livre sont sortis en 2008 avec une presse absolument énorme. À l'époque, il y avait un débat au Parlement français qui était justement pour pouvoir autoriser les cultures de maïs transgénique. Et mon enquête a contribué effectivement à interdire les cultures en France, en tout cas, du maïs transgénique. Donc à l'époque, les OGM étaient déjà sur le marché, enfin on les importait pour nourrir les poules, les vaches et les cochons des élevages industriels, hein. Mais on pensait que il y avait toute la propagande de Monsanto, relayée parfois aussi par ceux qui les utilisent, hein, y compris des coopératives agricoles, qu'il n'y avait pas de problème avec ces OGM, parce que finalement c'était du soja, il y avait un petit gène de plus, mais c'était pas très grave. Ce gène permettant par exemple au soja de pouvoir être arrosé de glyphosate ou de Roundup, hein, qui est la marque de Monsanto, pour détruire les mauvaises herbes sans affecter évidemment le soja, par exemple, hein. Donc voilà, on disait il n'y a pas de souci parce que ça a bien été prouvé, etc. Et moi, ce que mon film a démontré, c'est que non seulement ça n'avait pas été prouvé, mais c'était tout le contraire. C'est-à-dire que Monsanto faisait tout pour qu'on n'enquête pas véritablement et qu'on ne fasse pas d'études sérieuses, hein, sur ces OGM, donc ce qui était déjà assez suspect. Et puis, on a découvert aussi que finalement, les autorisations de mise sur le marché de tous ces produits transgéniques avaient été obtenues aux États-Unis grâce à l'administration Bush, qui voulait favoriser les grandes multinationales et en fermant les yeux, littéralement, hein, sur l'impact sanitaire et environnemental des OGM. Donc, je faisais le tour du monde dans ce film, hein, et montrant les conséquences sanitaires, environnementales, les conséquences pour les paysans aussi, hein, de ces OGM. On découvrait comment aux États-Unis, par exemple, si vous achetiez des semences de maïs transgénique ou de soja transgénique, vous deviez signer un contrat qui vous obligeait à racheter tous les ans de nouvelles semences. Si vous ne le faisiez pas, on vous envoyait la police des gènes. Vous vous rendez compte, un truc voilà. Et vous risquiez de fortes amendes qui entraînaient souvent la faillite, d'ailleurs, des agriculteurs. Et puis on découvre aussi qu'il y avait un produit donc, qui était très associé aux OGM, parce que Monsanto avait manipulé génétiquement des semences de soja ou de maïs, donc, qui était associé donc, à un herbicide, le fameux Roundup, dont la matière active s'appelle le glyphosate, hein, et dont il disait à l'époque que c'était aussi un herbicide tout à fait, voilà, quasiment bio, hein, enfin, c'était bon pour l'environnement, enfin, etc. Il y avait une publicité qui circulait beaucoup sur toutes les télévisions françaises à l'époque d'un petit chien qui jappait en rangeant un os, qui venait juste d'être arrosé de Roundup, voilà, qui voulait dire, ben voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Et donc, eh bien, tout ça a été mensonger, voilà, et c'est ce que j'ai démontré. Et je précise que après la charge était très lourde contre Monsanto, hein, mais c'était très documenté.
et je n'ai jamais eu de procès. Monsanto a essayé de me discréditer. J'ai plein d'exemples, plein d'anecdotes à raconter où ils ont essayé de trouver une erreur dans mon livre pour pouvoir m'attaquer. Ils ne l'ont pas trouvé. J'ai plein de témoignages et je suis bien fière de ça parce que finalement, ça veut dire aussi que quand on fait son travail sérieusement, eh bien, on peut dénoncer des choses très graves. Voilà. Donc, 10 ans après, vous êtes revenu sur ce sujet, hein, qui est quand même un sujet qui est récurrent, enfin qui se continue finalement jusqu'à aujourd'hui. Et avec le Roundup face à ces juges, est-ce que vous pouvez expliquer de quoi il s'agit, ce film? Alors, c'est encore toute une histoire, mais en fait, chaque film est une longue histoire que je raconte en partie dans mes livres, d'ailleurs, parce que c'est l'intérêt de faire des livres, c'est que c'est complémentaire des films. Et puis, on peut raconter plein d'anecdotes. Donc, il se trouve que mon film avait donc eu un impact un peu partout dans le monde, et notamment en Suisse, où 2 Suisses l'avaient vu et sont venus me voir un jour à Paris et m'ont dit: on aimerait faire un tribunal contre Monsanto. J'aurais dit: oula, un procès, et on aimerait que un tribunal. Alors, l'idée c'était de faire un tribunal citoyen, vous savez, comme ça existait par exemple pour la guerre du Vietnam, etc. Et on voudrait que vous soyez la marraine. Bon, je leur avais dit: écoutez, ça me paraissait un petit peu incroyable comme idée, mais enfin, je leur avais dit: ok, mais je veux bien vous aider, mais je voudrais que ce soit des vrais juges qui siègent dans ce tribunal et qu'on puisse faire venir évidemment des vrais témoins, des vraies victimes du monde entier. Donc on avait finalement trouvé des juges qui avaient accepté eh bien, de jouer ce jeu, parce qu'évidemment, ça n'avait pas de valeur juridique stricto sensu, mais comme c'était de vrais juges, il y avait quand même on appelle ça une opinion d'autorité, hein, qui faisait que la décision qu'ils ont rendue peut inspirer aujourd'hui dans le monde entier des vrais tribunaux, des vrais juges, des vrais avocats, voilà, parce que ça a permis de rassembler toute une matière incroyable de preuves et d'éléments à charge, en fait, hein, contre le Roundup, qui peuvent servir aujourd'hui dans des procédures dans le monde entier. Et donc, du coup, j'ai décidé de filmer toute cette aventure, qui est une extraordinaire aventure humaine. Et je suis donc allée en Argentine, au Sri Lanka, aux États-Unis, au Mexique, dans plein de pays, pour montrer l'impact de ce Roundup, en France aussi évidemment, sur les humains, sur les sols, sur la terre. Et le bilan est absolument terrible, vraiment. Je n'oublierai jamais quoi, les malformations congénitales des enfants qui naissent quand leur maman a été contaminée par le Roundup lors d'un épandage, comme on voyait dans le film, hein. Les cancers, dans des régions comme l'Argentine où il y a des centaines de milliers d'hectares qui sont plantés en soja transgénique qui va ensuite être exporté vers le port de Lorient, comme on voyait dans le film d'ailleurs, pour alimenter les élevages intensifs de porcs ou de poulets français, hein. Eh bien, les enfants ont tous de l'asthme, donc les sols sont morts. Je suis allée aux États-Unis où on voyait comment, à force de passer du Roundup dans les champs de soja transgénique, les mauvaises herbes développaient de la résistance. Donc voilà, logique d'ailleurs, hein. Et du coup, il y avait des mauvaises herbes hyper résistantes que personne ne pouvait plus faire disparaître parce qu'elles étaient résistantes au Roundup. Et du coup, des champs entiers abandonnés parce que les agriculteurs ne savaient plus quoi faire. Enfin, tout un système, vraiment une fuite en avant, quoi, terrible. Et on voyait au Sri Lanka comment, dans certaines conditions de sol, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les riziculteurs étaient atteints d'une maladie rénale fatale, hein, qui les tuait. Donc, c'était très impressionnant. Et tous ces témoins sont venus. Alors, moi, je les ai filmés chez eux, bien sûr, mais ils sont venus témoigner à La Haye, donc en Hollande, où avait lieu ce tribunal citoyen avec de vrais juges. Donc c'était une expérience que je raconte dans le livre en détail d'ailleurs aussi, hein, très intéressante, qui permet de comprendre aujourd'hui vraiment pourquoi il ne faut absolument que ce glyphosate soit interdit un jour, définitivement. Alors, La Haye, pourquoi? Vous pouvez peut-être aussi resituer la raison pour laquelle ce tribunal se tenait à La Haye? Oui, bon, parce que c'est le siège de la Cour internationale de justice d'une part, et puis de la Cour pénale internationale d'autre part, donc 2 juridictions d'ampleur internationale. Donc il y avait un symbole très fort, hein, que de faire ce procès là-bas. Avec une volonté de faire reconnaître, enfin de
d'influencer pour faire reconnaître le crime d'écocide, c'est ça? C'est ça. Donc d'ailleurs, quand les deux Suisses dont je vous parle sont venus me voir, je leur avais dit, bon, je veux que ce soit des vrais juges, donc pas des gens qui jouent des rôles de juges, comme parfois c'est le cas dans des tribunaux citoyens, ce qui a d'ailleurs une valeur pédagogique que je ne nie pas, mais là, ce qui était vraiment original, c'était que c'était vraiment des vrais juges, quoi. Et la deuxième chose, je leur avais dit, je voudrais que cela contribue, que les juges, quand ils vont ils vont publier leur décision, leur opinion, parce qu'on peut parler de jugement, parce que voilà, mais leur opinion juridique, eh bien, ils tiennent compte du fait que si le crime d'écocide existait, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le comportement de Monsanto? Alors, le crime d'écocide, c'est quoi? C'est le crime contre les écosystèmes, hein. C'est un crime qui n'est pas encore reconnu comme un crime, hein. Et justement, il y a un mouvement international qui existe actuellement pour le faire reconnaître, parce que nous sommes un certain nombre à dire aujourd'hui que si l'environnement est dans un tel état de dégradation, n'est-ce pas, c'est parce que on ne peut pas poursuivre au pénal, c'est-à-dire, pour faire simple, envoyer en prison, c'est ça que ça veut dire, hein, les dirigeants des multinationales comme Monsanto qui contribuent à cette détérioration. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est si on est vraiment très courageux et qu'on a du temps et de l'argent, ce qui est très difficile en fait, et on s'estime victime hein, de Monsanto, comme par exemple Paul François, l'agriculteur de Charente, dont j'ai révélé l'histoire dans notre Poison quotidien, à un moment où il était tout seul et il savait plus quoi faire, tout le monde l'ignorait, et il a finalement gagné, hein, vous savez, son procès. Mais quand on est tout seul dans son coin comme ça, on ne peut pas s'attaquer à Monsanto, enfin, c'est impossible, quoi. Et c'est comme ça d'ailleurs que ça continue. Et si on y arrive, parce qu'on est aidé, comme ça a été le cas de Paul François finalement, eh bien, c'est un long combat, et en plus, et ça ne peut être qu'au niveau civil, c'est-à-dire qu'on peut obtenir des réparations, donc de l'argent, pour le préjudice qu'on a subi. Mais on ne peut pas envoyer en prison, vous me suivez, c'est pas la même chose, le pénal et le civil. Donc, si on reconnaissait le crime d'écocide, eh bien, ça permettrait ça, justement. C'est-à-dire, ben voilà, de dire vous êtes coupable de la détérioration de l'environnement, d'autant plus que, comme on vient de le révéler, vous le saviez que c'était des produits dangereux. Parce que quand on ne le sait pas, la notion d'intention est importante, hein. C'est une chose. Mais quand en plus on le sait, et qu'on non seulement on ne fait rien pour arrêter de distribuer ce produit, mais on cache ce qu'on sait, eh bien ça s'appelle un crime. Et donc voilà, donc, il faudrait absolument que ce crime d'écocide soit reconnu. Et nous pensons que il faut que les États s'emparent de cette question, parce que pour qu'il soit reconnu, il faudrait que les États fassent la demande à l'ONU et que ça soit finalement reconnu comme un crime par la Cour pénale internationale de La Haye, justement. Voilà. Alors justement, juste pour terminer sur ce dossier-là, il y a eu un certain nombre de procédures lancées contre Monsanto de par le monde. Qu'est-ce que ça devient aujourd'hui avec la fusion avec Bayer? Oui, alors ça, c'était toute une histoire qui a eu lieu justement au moment où moi je faisais ce film, où se préparait le tribunal citoyen de La Haye. Donc Monsanto a été racheté par Bayer. Alors Bayer, c'est un autre grand producteur de produits chimiques. Moi, j'avais dit un jour publiquement dans une interview que c'était le mariage des affreux. Voilà. Ils sont reconnus, hein, ils sont mariés, voilà. Pas surprenant, mais très inquiétant évidemment, parce que du coup, Bayer, grand producteur de produits chimiques, Monsanto, leader mondial des OGM, fabricant du premier herbicide vendu au monde, et Bayer vendant aussi des médicaments. Et là, on était vraiment dans le jackpot, si vous voulez, hein. C'est-à-dire, pour faire court encore une fois, les produits chimiques qu'on déverse dans nos champs et qui rendent malades nos paysans, et ça, je le sais, parce que maintenant, enfin, c'est vraiment largement démontré que de nombreuses poisons agricoles, parce que moi j'appelle un chat, je ne parle pas de produits phytothérapeutiques, parce que ça voudrait dire que les herbicides qu'on met dans les champs, ça sert à soigner les plantes, alors que non, c'est fait, tout ce qui est cide, c'est fait pour tuer, hein. Donc il faut que ce soit bien clair, on met des produits dans les champs pour tuer les mauvaises herbes, pour tuer ce qu'on appelle les mauvaises herbes, les adventices, moi je préfère dire, pour tuer les parasites, etc. Donc c'est fait pour tuer. Et toute la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser des produits qui sont faits pour tuer des organismes vivants en imaginant que ça ne fasse aucun effet sur nous les humains, hein, avec qui nous partageons tellement de points communs. Vous voyez? Et ça, c'est une question fondamentale. Enfin bref. Donc, j'ai oublié la question.
Ah oui, Bayer. Donc Bayer. Donc ces produits sont des produits dangereux, sont des poisons agricoles qui rendent malades les paysans. Il est très largement démontré qu'il y a une série de cancers qui sont spécifiquement plus développés dans les familles d'agriculteurs, avec y compris des problèmes de reproduction, de stérilité dus à certains produits comme le glyphosate d'ailleurs. Et donc, Bayer, lui, vend des médicaments qui sont censés soigner les paysans malades, en fait. Donc, c'est vraiment un contrôle de toute la chaîne et qui fait aussi qu'on comprend mieux l'intérêt qu'ont cette multinationale à maintenir ces pratiques parce que finalement, plus il y a de malades, plus on vend de médicaments. Donc, vous voyez, c'est vraiment un cercle vicieux que j'ai largement dénoncé dans l'un des films dont vous avez parlé, Sacrée Croissance, hein, parce que dans un modèle fondé sur le toujours plus, eh bien, l'industrie pharmaceutique ou chimique, elle a intérêt à ce qu'il y ait de plus en plus de malades parce qu'elle vend de plus en plus de médicaments, vous voyez. Et donc voilà. Et aujourd'hui, donc, les procès qui ont lieu aux États-Unis, c'est énorme, hein. Quand je faisais le film Le Roundup face à ces juges, il y avait un avocat américain qui était venu avec la première agricultrice américaine productrice de café à Hawaï qui avait eu un lymphome non-Hodgkinien, c'est un cancer du sang, et qui avait utilisé beaucoup de Roundup dans sa production de café, qui était venu témoigner. À l'époque, il y avait 1000 plaintes déposées uniquement d'agriculteurs ou d'agricultrices qui avaient un lymphome non-Hodgkinien, hein, donc que ce type de cancer. Alors, pourquoi? Parce que en fait, c'est là où c'est très bien démontré scientifiquement le lien entre ce type de cancer-là et l'utilisation de Roundup. Mais il y a d'autres cancers que peut provoquer le Roundup, mais là, c'est très bien démontré. Et aujourd'hui, c'est 130 000 plaintes. Donc, avec des premiers jugements qui ont été rendus, avec des amendes, parce que c'est ça en fait, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça se passe au civil, donc c'est pour récupérer de l'argent, pour pouvoir, voilà, une compensation, on va dire, pour le préjudice énorme que ces agriculteurs ont subi. Et c'est des amendes de millions de dollars, c'est énorme. Donc la question d'ailleurs, c'est de savoir enfin, comment ils vont s'en sortir, Bayer et Monsanto. Parce que s'ils doivent payer ça pour 130 000 personnes, c'est même pas la peine. Il faut savoir qu'entre-temps, à cause de ces plaintes énormes et très nombreuses qui ont été déposées, Bayer a complètement chuté en bourse, n'est-ce pas? Et il vaut moins aujourd'hui que ce qu'il a payé pour acheter Monsanto. Vous voyez? Donc, moi, j'ai dit toujours, parce qu'il faut avoir un peu d'humour, que le Roundup, quand on est en Amérique latine, on l'appelle El Mata Todo, celui qui tue tout. Et moi, je dis que ça tue tout, même les multinationales, vous voyez, qui le produisent finalement. Et j'espère franchement que ce sera le cas, hein. Je suis très claire là-dessus, hein. Merci. Alors, vous avez des enquêtes comme ça très engagées, enfin très détaillées pour dénoncer les abus. Et vous avez aussi des enquêtes qui sont tout aussi détaillées pour proposer des solutions ou montrer ce qui existe comme solution. C'est le cas de les moissons du futur. Est-ce que vous pensez que l'agroécologie qui est mise en avant dans cette enquête peut nourrir la planète? Oui. Alors en fait, avant de répondre à votre question, je voudrais vous dire que moi, quand j'ai commencé ce métier, donc on va dire au milieu des années 1980, vous voyez, jusqu'en gros, l'enquête sur Monsanto, en fait, 2008, vous voyez, donc ça fait pas mal de temps, j'ai beaucoup soutenu ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte, hein. C'est-à-dire, ce sont des hommes et des femmes qui sont dans les entreprises, vous voyez, et qui constatent des dysfonctionnements majeurs et qui prennent le risque, mais vraiment, parce que parfois ils perdent leur vie d'ailleurs à cause de ça, hein, ou ils perdent leur travail. Et dans le monde sur le Monsanto, il y a plusieurs exemples, hein. Ils prennent le risque de dénoncer ces dysfonctionnements parce qu'ils estiment que c'est grave. Vous voyez. Donc j'ai beaucoup soutenu ces hommes et ces femmes parce que il fallait qu'on connaisse leurs travaux. Enfin, et souvent d'ailleurs, quand on sort de l'anonymat, ça permet c'est une protection aussi d'ailleurs. Donc, voilà. Et puis un jour, c'est pas par hasard, hein, début des années 2010. J'ai véritablement compris ce qui se passait avec le dérèglement climatique. C'est-à-dire que je m'intéressais à ce sujet à l'époque, comme tout le monde, mais à un moment, il a fallu que je me plonge là-dedans, et je l'ai fait. Et là, j'ai vraiment pris un coup sur la tête, je vous le dis franchement. C'est-à-dire que j'ai d'abord fait une grosse dépression, et c'est tout à fait légitime, ceux qui nous écoutent, il faut qu'ils le sachent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'affronter cette vérité. On est dans une période extrêmement difficile et
inquiétante pour l'avenir de l'humanité, parce que le dérèglement climatique s'accélère et c'est sérieux. Donc c'est normal d'avoir un coup de... et après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait après ça, hein. Mais c'est tout à fait légitime, quoi, hein. Donc moi, j'ai réalisé ça et je me suis dit, oh là là, dénoncer, c'est bien, c'est important. Dans un système démocratique, c'est important que les journalistes fassent ce travail d'investigation et permettent aux citoyens de comprendre des choses et ensuite d'agir, mais ça suffit plus maintenant. Parce que nous sommes dans une situation d'urgence. Euh, C'est-à-dire que si on ne change pas fondamentalement notre mode économique, déjà de fonctionnement économique, hein, notre mode de vie aussi, eh bien, ben, nos enfants vont connaître, et je dis bien nos enfants, pas nos arrière-petits-enfants, nos enfants vont connaître des temps très difficiles. Et donc, je me suis dit, il faut aussi soutenir maintenant ceux que j'appelle les lanceurs d'avenir, hein, c'est-à-dire ceux qui montrent qu'on peut faire autrement, et avec le même sérieux que quand je dénonçais, vous voyez. Et donc, j'ai voulu répondre à cette question, parce que quand on a fait Le Monde sur le Monsanto, et ensuite Notre Poison quotidien, euh, qui montre que les pesticides, c'est vraiment un énorme problème environnemental, sanitaire, etc. Eh bien, la question légitime, c'est est-ce qu'on peut faire autrement, hein? Et souvent, on entend, ben non. D'ailleurs, ça commence comme ça. Le- les Moissons du Futur, hein, je suis sur un plateau de télévision. En face de moi, il y a Bruno Le Maire, qui à l'époque était ministre de l'Agriculture. Enfin, il y a aussi le patron de la Fédération de l'industrie agroalimentaire. Et c'est au moment où sort mon livre, Notre Poison quotidien, et ils assènent avec un aplomb incroyable. Eh bien, d'accord, Madame Robin, mais en fait, si on supprime les pesticides, on ne pourra pas nourrir le monde. Et moi, j'ai pris cette question au sérieux. Je me suis dit, pourquoi ils disent ça? Sur quoi ça repose? Et je ne savais pas ce que j'allais trouver, en fait. J'avais un espoir. Vous voyez, ça, c'était mon espoir. Mais je me suis dit, il faut la prendre au sérieux, cette question. Il faut y répondre. Et il se trouve qu'à cette époque-là, Olivier de Scutter, qui était le rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, préparait un rapport qu'il a d'ailleurs publié, on le voit dans le film, sur, eh bien voilà, l'agriculture était à la croisée des chemins, c'était ça le titre en anglais et en français, hein. Et la seule manière de nourrir le monde, parce qu'il faut quand même rappeler que quand on entend Monsieur Bruno Le Maire, qui était à l'époque donc ministre de l'Agriculture, qui dit on ne pourra pas nourrir le monde sans pesticides, moi je lui dis aujourd'hui, on ne le nourrit pas non plus avec les pesticides. Déjà, il faut être un petit peu... Voilà. Et aujourd'hui, je rappelle quand même, selon les données de la FAO, c'est 900 millions de personnes qui sont en grande détresse alimentaire, hein, c'est-à-dire en état d'insécurité alimentaire. Parmi eux, d'ailleurs, 80%, ce sont des petits paysans, hein. Donc, je veux bien croire tout ce qu'on veut. On a dépensé des milliards pour utiliser des pesticides, mais on n'a pas réussi à résoudre le problème de la faim. C'est faux, hein. Donc, j'ai accompagné aussi beaucoup Olivier de Scutter, donc ce rapporteur des Nations Unies. Je suis allée dans pas mal de pays où j'ai montré qu'effectivement, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est un vrai mensonge de dire qu'on ne pourra pas nourrir le monde sans pesticides. Et bon, je ne peux pas tout dévoiler, il faut voir le film, enfin, il faut lire le livre, c'est vrai, mais tout est là, quoi. C'est-à-dire que c'est le contraire. C'est absolument le contraire. On nourrira beaucoup mieux le monde sans pesticides. On se débarrassera en plus de toute la facture sanitaire que représente ce modèle. Mais évidemment, ça veut dire repenser aussi le modèle agricole, hein. C'est plutôt une agriculture familiale, à taille d'homme, qui fait de la polyculture, mais aussi avec de l'élevage. Pas du tout de spécialisation, comme on a vu sur toutes les fermes de France après la Seconde Guerre mondiale, y compris sur la ferme de mes parents, n'est-ce pas? Parce que c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Et en plus, c'est très bien parce que c'est un système agricole, donc l'agroécologie, hein, qui sont aussi très bons pour lutter contre le dérèglement climatique, vous voyez. Et donc, on peut capturer beaucoup plus de carbone. Enfin, il y a plein de techniques différentes qu'on voit dans le film, hein, mais elles vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire qu'on ne déverse plus des produits sur un sol qui est considéré comme un support, voilà, un simple support. Au contraire, on joue sur l'interconnexion et interactivité entre tous les composantes de la ferme qui sont le sol, les vers de terre, mais les plantes, les animaux, voyez, les arbres. Donc, notamment, il y a l'agroforesterie. On fait des cultures à l'ombre des arbres. Et vous verrez, ça marche très bien, y compris pour le blé, enfin, en France. Voilà. Et donc, ce film est Enfin, ça fait du bien, hein, en fait, hein, parce que je l'ai vu au Japon, je l'ai vu en Afrique, je suis allée un peu partout, hein, pour montrer ces techniques agroécologiques. Et ce qui était formidable, aussi, c'est que moi qui suis née dans une famille de paysans, où j'ai vraiment vu comment ce système agro-industriel s'est développé, comment les paysans se sont endettés
au fil des années, y compris mon propre père, qui, quand il a commencé à faire ce modèle agricole, eh ben, a commencé à emprunter, enfin, mon propre frère, enfin, comment donc, la souffrance de ces agriculteurs qui vraiment travaillent de plus en plus pour gagner de moins en moins. Je rappelle qu'un agriculteur sur deux gagne moins de 500 euros par mois, hein, et extrêmement endetté. Et donc, c'est pas réjouissant, hein, comme voilà. Et là, dans tous ces pays où je suis allée, où j'ai vu donc ces expériences agroécologiques, enfin plus que des expériences, parce que voilà, c'est une vraie pratique, voilà, une vraie pratique agroécologique. Il y avait aussi des scientifiques dans le film, hein, qui montraient, parce que dans ce nouveau modèle, les scientifiques travaillent avec les agriculteurs pour trouver des solutions adaptées à chaque terroir, parce qu'il n'y a pas, c'est pas la solution universelle, 1 litre de Roundup, qui, vous voyez, partout dans le monde et on fait la même chose. Non, là, il faut tenir compte des cultures, il faut tenir compte des sols, des climats. Donc, on a besoin aussi de recherche qui travaillent avec les agriculteurs. Et bien, j'ai vu qu'ils allaient bien, ces agriculteurs. Ils étaient joyeux, ils étaient fiers de montrer ce qu'ils faisaient. Et ça, déjà, c'est extraordinaire. Et puis, sans parler que moi, je mangeais toujours dans les fermes, là. Et qu'est-ce que je mangeais bien. Là, je peux vous dire. Voilà. Oui, et puis comme nous disait Marc Dufumier, que nous avons accueilli également Qui est dans le film ici, d'ailleurs. oui, c'est pas un retour en arrière non plus. Non. Au contraire, c'est vraiment une avancée technologique aussi, parce que justement, il y a un côté très scientifique à travailler avec le vivant et pour les spécificités de chaque contexte. C'est ça, tout à fait. En fait, il a raison, mais c'est ce qu'on voyait dans le film, hein. Et il était dans le film donc aussi. Ce qui est ringard, c'est la chimie. C'est ça qui est complètement obsolète, hein. Et ce qui est l'avenir, au contraire, ben, c'est ce que je viens de décrire. C'est-à-dire une agriculture respectueuse de l'environnement, de la terre, des sols, de l'eau, et qui est adaptée à chaque contexte local, parce que c'est pas les mêmes sols, enfin, etc. Et où les agriculteurs travaillent avec les chercheurs pour trouver les solutions les plus adaptées, vous voyez. Et ça, c'est ça, la révolution dont on a besoin. Voilà. Merci. Alors, parlons maintenant de votre dernière enquête, la fabrique des pandémies. Pour une fois, vous avez commencé par le livre. D'habitude, vous commencez plutôt par le film et ensuite vous écrivez le livre ou en même temps. Et bon, c'est une œuvre du confinement. Racontez-nous un petit peu la genèse de cette enquête qui a donné une voix donc à plus de 62 scientifiques à l'échelle internationale. Eh bien, ça a commencé pour moi donc fin janvier 2020, où j'ai lu un article dans le New York Times qui était intitulé We Made the Pandemic en anglais. Donc, c'est nous qui l'avons faite, la pandémie. Nous, c'est les humains. Et il y avait des scientifiques qui, évidemment, étaient interviewés pour cet article. Je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Bon, évidemment, la biodiversité. Je m'y étais intéressée parce que quand on s'intéresse à la destruction de l'environnement, eh bien évidemment, l'une des premières conséquences quand on filme des champs de soja transgénique à perte de vue en Argentine, aux États-Unis ou au Paraguay, évidemment, on s'est dit il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus d'oiseaux. Je me rappelle, on avait la perche, vous savez, l'ingénieur du son, dans un champ, j'oublierai jamais ça, de soja transgénique. J'ai dit, tu me fais du son seul? Et il me regarde et dit, mais il n'y a pas de son. J'ai dit, comment ça, il n'y a pas de son? Il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a rien. Enfin, il n'y a plus rien. Donc la biodiversité, bien sûr que je m'y étais intéressée. Mais là, à ce stade-là, moi, quand je lis ça, je me dis, ah bon, il y a un lien entre la biodiversité et cette pandémie. C'est quoi? Et j'ai fait ce que j'aime beaucoup faire. Vous savez, je tricote à la maison, j'aime beaucoup tricoter et je tire les plots. Voilà. Et moi, c'est mon boulot, c'est ça, hein, c'est de tirer les plots. Et j'adore tirer les plots. Et en plus, je suis très têtue, comme le baudet du Poitou, qui est un âne qui était menacé d'extinction dans mon Poitou d'origine et qui, fort heureusement, voilà, grâce à des agriculteurs, a pu être sauvé, mais très têtu. Donc, quand je tire, quoi, hein. Et là, et très rapidement, je suis tombée sur un scientifique qui m'a beaucoup aidé, auquel je voudrais rendre hommage, et d'ailleurs qui est associé au livre parce qu'il m'a soutenu, il m'a aidé, il m'a ouvert son carnet d'adresse. C'est Serge Morand, qui est un chercheur du CNRS et du CIRAD, un organisme de recherche, et qui travaille en Thaïlande depuis 8 ans. Et quand je l'ai contacté, il était super content parce qu'il m'a dit, je connais votre travail sur le monde, sur le Monsanto, et j'aimerais que vous fassiez la même chose avec tous ces scientifiques qui, comme moi, depuis une vingtaine d'années, disent attention, si on continue de détruire la biodiversité, nous allons devant d'énormes problèmes sanitaires et personne ne nous entend. Donc voilà comment il m'a donné un contact, puis deux, puis après moi j'ai tiré la pelote, et puis voilà, comme vous l'avez dit, confinement oblige. D'habitude je fais le film d'abord, et puis ça inspire le livre, et tout ça sort en même temps. Et là j'ai dû inverser, et ça a été quand même assez extraordinaire parce que finalement j'ai passé 3-4 mois
à raison de 2 ou 3 interviews par jour, en lisant beaucoup d'études, etc., à échanger avec des scientifiques, 62 scientifiques des 5 continents. C'était assez compliqué parce qu'il y avait décalage horaire, +8, -9, enfin c'était voilà. Et du coup, on était très centré sur la parole parce qu'évidemment, vous êtes chacun devant votre ordinateur. Je voyais défiler, sur tous les continents, tout le monde était confiné, qui dans son garage, qui dans dans le grenier, enfin c'était amusant quoi, hein, voilà. Et puis, il se trouve qu'en plus qu'ils avaient envie de parler, ces scientifiques, parce qu'ils étaient très déprimés. Je le dis dans le livre d'ailleurs, hein. Et du coup, bah, le fait on se parlait 2 heures, 3 heures, enfin, vous voyez, en anglais, en espagnol, en allemand, en français, enfin, et, et c'était une expérience très, très forte. Et voilà comment j'ai découvert qu'effectivement, on parle beaucoup de cette pandémie, d'accord, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a eu bien d'autres avant et que on a pensé à un moment, en 1980, pour être très précise, l'OMS, notamment l'Organisation mondiale de la santé, a été, fait voilà, beaucoup de publicité en disant: «Ça y est, on a éradiqué la variole», qui était, je rappelle, une maladie infectieuse, très dangereuse, hein, qui en plus, laissait défigurer tous ceux qui n'avaient survécu. Enfin, eh bien, on l'a éradiquée, c'est fini, les maladies infectieuses, c'est fini. Et c'est avéré que c'était complètement faux, parce qu'en fait, heu, 1976, il y a eu Ebola en Afrique, on en parle encore, aujourd'hui, là, il y a une nouvelle, flambée épidémique. Il y a Vous pouvez juste rappeler de quoi il s'agit, Ebola? Ebola, c'est un virus qui est donc, qui est une zoonose. Donc une zoonose, c'est quoi? C'est une maladie qui provient d'un animal sauvage, qui transite souvent par un intermédiaire, un autre animal, qui peut être domestique ou sauvage, avant, de contaminer les humains. Et là, en l'occurrence, c'est un virus, bah, comme le coronavirus, c'est une autre famille de virus, qui provient aussi d'une chauve-souris, n'est-ce pas? Et qui a été transmis aux humains par l'intermédiaire de primates, et donc dont on a mangé la viande, parce qu'en fait c'est ça, hein, donc manipuler ces primates qui étaient infectés et qui donnent une fièvre hémorragique absolument terrible, qui tue 60 à 80% des gens qui sont contaminés. Donc c'est très très sérieux. Je veux dire par là que c'est beaucoup plus grave, mais beaucoup beaucoup plus grave que le coronavirus, qui ne tue que moins de 0,1% des personnes contaminées. Alors évidemment, c'est toujours trop de morts. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut quand même un peu prendre de hauteur. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les scientifiques que j'ai interviewés, le SARS-CoV-2, c'est un virus de très faible dangerosité, si vous voulez, parce qu'il tue très peu de monde, hein. Voilà, comparé à Ebola. Donc Ebola, mais le sida aussi. Le sida, c'est une zoonose. Le sida provient enfin, de chimpanzés, c'est aussi un virus. Et puis, depuis, la liste est très longue. MERS, Nipah, chikungunya, Zika. Donc, ce que disent ces scientifiques, c'est qu'il y a déjà eu toutes ces pandémies nouvelles, et il y en aura d'autres, parce que la cause commune enfin, l'origine commune à toutes ces nouvelles maladies infectieuses, c'est la destruction de la biodiversité. Oui, la différence, juste pour préciser, entre des virus comme ceux d'Ebola, c'est qu'ils ont été circonscrits tout de suite au départ, alors que celle-ci s'est étendue à travers Non, le monde. la différence, c'est, enfin, d'abord, il faut comprendre que le virus d'Ebola n'est pas un virus qui se transmet d'homme à homme. Il peut se transmettre d'homme à homme uniquement par contact. Donc, c'est-à-dire, vous avez un malade qui a le virus d'Ebola. Si vous rentrez en contact avec ses fluides, donc ça veut dire sa salive, vous voyez, y compris le sperme d'ailleurs, enfin, voilà, la transpiration, etc. Vous pouvez l'attraper aussi. Donc, vous voyez. Mais par exemple, si vous lisez mon livre, vous verrez un virologue, pardon, du Gabon, qui travaille précisément sur le suivi d'Ebola, hein, et notamment capture des chauves-souris pour voir si elles ont encore ce coronavirus, etc., dans un laboratoire P4 de haute sécurité au Gabon, eh bien dit qu'il n'est pas exclu que ce virus se transmette de voie aérienne, se transforme, s'adapte. Alors là, vous imaginez, parce que ça pourrait vouloir dire, euh, si un virus qui tue 60 à 80% des gens peut se transmettre par voie aérienne parce qu'il a muté, ça c'est très inquiétant. Voilà, alors ça c'est la différence avec le coronavirus actuel, ou la grippe, ou le virus de la grippe, par exemple, qui se transmettent par voie aérienne. D'accord? Donc, les modes de transmission des virus sont différents, hein, ça dépend. Il y a même parfois des virus qui peuvent, la rage par exemple, le virus de la rage provient des chauves-souris qui contaminent les chiens, hein. Ils peuvent mordre les humains, et après c'est ce qu'on appelle un cul-de-sac épidémiologique, c'est-à-dire que la personne qui a
si elle n'a pas été vaccinée, qui a attrapé la rage par une morsure de chien contaminée, elle va mourir, très certainement, mais elle ne peut pas le transmettre. Donc il y a différents, vous voyez, ça dépend des virus, hein. Donc voilà. Alors, Olivier me fait signe, il y a des questions posées par les internautes. À toi la parole, Olivier. Merci. Oui, alors dans les réactions, on a pas mal d'encouragements pour votre combat, dont de la part de Bruno et Madeleine, par exemple. Donc, bonsoir Marie-Monique, quel combat. Vous participez au sauvetage de la planète. Merci, nous partageons votre engagement. Toujours plaisir. Ouais, c'est très sympa, merci. Ensuite, on a une question de Xavier. Après des décennies de pression des industriels de la chimie vers les gros agriculteurs pour utiliser les pesticides, les OGM, etc., avec le soutien de la FNSEA, comment faire pour casser ce lien, faire comprendre aux agriculteurs que leur intérêt sanitaire et économique est de changer de modèle, qu'ils redeviennent des paysans respectueux de l'environnement? Bah ça, c'est une question fondamentale. Ça marche le micro là? Oui. C'est une question très importante à laquelle évidemment je me suis beaucoup intéressée parce que venant moi-même d'un milieu agricole où j'ai vu les dégâts de ce modèle agro-industriel, y compris par les maladies que ça a laissé dans ma famille, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Je sais aussi qu'on ne change pas de modèle comme ça du jour au lendemain. Et j'ai toujours dit que je considérais que les agriculteurs, enfin les paysans, comme les premières victimes de ce modèle agricole. Alors je ne parle pas de ceux qui dirigent le syndicat qui vient d'être nommé, la FNSEA, parce qu'il y a un moment, quand on a les informations et qu'on continue d'encourager ce système, eh bien, on est complice du système. Je l'ai dit publiquement et je le redis. Je l'ai dit sur des plateaux de télévision. Donc voilà, je parle des agriculteurs. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire qui changeront? Vous savez, quand vous êtes endetté jusque-là, n'est-ce pas? Et que vous ne savez même pas comment vous allez faire pour rembourser cette dette, hein. Il y en a beaucoup qui se suicident. Moi, j'ai fait un film pour TF1 là-dessus, sur le suicide des paysans en 1997. Donc, c'est pour vous dire que c'est très ancien. Et évidemment, ils se suicident. C'est d'ailleurs la profession, celui d'agriculteur, où il y a le plus de suicides en France, avec celle des policiers. Ça, c'est les données officielles. Vous ne pouvez pas envisager un futur différent parce que quand même, ce qu'on voyait dans mon film Les Moissons du futur, c'est que c'est un nouveau métier. Moi, quand mon frère décide de passer la ferme en bio, la ferme de mes parents, après avoir vu Le Monde sur le Monsanto, parce que ça a eu cet impact-là dans ma famille, eh ben, il m'a dit, il faut tout réapprendre. Moi, j'avais fait une formation agricole, combien de litres de glyphosate, mais comment vit le sol, ils ne savent pas. Donc, on ne peut pas changer de métier librement quand on a une dette à rembourser, qu'on ne sait pas comment on va faire, et qu'en plus, il faut réapprendre un nouveau métier. Donc, on a besoin d'une transition écologique, une transition agricole. Et on doit faire ce qu'on a fait quand moi, je suis née en 1960 sur une ferme du Poitou, comme dit la chanson. Vous savez, sur une ferme du Poitou. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a des archives incroyables. Michel Debré, Premier ministre, disait l'agriculture française est obsolète. C'est terrible, enfin. Vous avez entendu tout ce que vous avez fait depuis des siècles, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà. C'était tout ça pour ouvrir la porte à tous les tracteurs américains, parce que c'était après la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall et tout ça, les pesticides, enfin, etc. Eh bien, on a fait quoi? On a mis le paquet. On a formé des techniciens qui sont allés sur les fermes. Mon père m'a raconté ça, hein, avec des bidons. Regardez, il faut prendre les bidons, tout ça. Et on a formé très rapidement les agriculteurs. Et puis, avec tout ce que ça veut dire, endettement, etc. On peut faire la même chose aujourd'hui. On peut décider qu'on va soutenir la transition agricole. Et ça veut dire qu'il y a au moins 3 ans, quand on change de modèle, 3 ans très difficiles, n'est-ce pas? On ne peut pas être encore en bio parce que les sols sont encore très contaminés. 3 ans, c'est vraiment le minimum. Et il faut que les incitations financières, donc les subventions agricoles, pour parler clair, de la PAC, changent de sens. Et moi, je peux vous assurer que le jour où on dit c'est fini, les subventions ne vont pas à ceux qui polluent, hein, les gros producteurs de porcs avec des fermes à 1000 porcs, de cochons, hein, qui vont faire du lisier, qui vont ensuite provoquer des algues vertes sur les côtes bretonnes, c'est pas vous. Si vous voulez continuer comme ça, ok, vous n'avez plus de subventions. Les subventions, elles vont à celles et à ceux qui sont des paysans et paysannes, qui sont aussi des paysagistes, enfin, vous voyez, des agents de protection de l'environnement. Et on soutient ceux qui font une agriculture saine, durable, résiliente et capable de résister au dérèglement climatique. Et le jour où on fait ça, on change les incitations financières et en plus on négocie la dette, parce que ça on l'a déjà fait aussi, hein. C'est-à-dire, voilà,
on met une croix sur cette dette, enfin on trouve une solution. Il y en a plein d'agriculteurs dans ce pays qui changeront de modèle, parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de voir les malades dans leur famille. Hein. Ils n'en peuvent plus de voir leurs enfants qui ont du mal à avoir des enfants, parce que ça c'est un sujet que je connais bien, que j'ai tout raconté ça dans notre présent quotidien. Ils n'en peuvent plus d'être montrés du doigt. Ils n'en peuvent plus de dire oui, c'est vrai, les produits que je produis, je ne les mange pas. Moi, j'ai mon petit jardin, je connais ça hein, dans le Poitou. J'ai mon petit jardin où je ne mets pas de pesticides, où je mange mes produits, mais je ne mangerai pas ce que je fais. Ils n'en peuvent plus de ça. Donc, il faut une volonté politique d'encourager cette transition. Et si on ne l'a pas, ça va être très difficile. Il y a ceux qui sont très courageux, qui se lancent malgré tout et qui ont le courage de le faire. Moi, je leur tire mon chapeau. Et ils ont raison, parce que quand vous voyez aujourd'hui, ceux qui s'en sortent le mieux d'un point de vue économique, c'est ceux qui sont organisés pour pouvoir faire de la production, évidemment bio, locale, et organisés en circuit court, où ils vendent directement leurs produits dans un circuit très court. Mais il faut être hyper motivé et courageux pour se lancer tout seul là-dedans. Donc on a besoin d'une aide, et ça fait partie de ce que j'appelle la transition. Voilà. Merci. Alors pour revenir justement sur votre dernière enquête, on s'aperçoit que la fabrique des pandémies, elle est quand même fortement liée à plusieurs titres au système alimentaire, de production alimentaire actuel. Alors, bon, ce qui sort de cette enquête, c'est que premièrement, les fameuses zoonoses, ces maladies donc, qui proviennent d'animaux, parce que c'est soit une chauve-souris, soit un rongeur, soit un primate, ce sont les principaux réservoirs des agents pathogènes potentiels, virus, bactéries, parasites. Eh bien, on les trouve d'abord, ces agents pathogènes, là où il y a une grande biodiversité, c'est logique. Hein. Il y a plein d'animaux sauvages, des plantes, donc c'est là, c'est dans les zones tropicales, dans les forêts tropicales. Alors, c'est très clair, hein, les études le montrent très bien, plus il y a une grande biodiversité, plus il y a d'agents pathogènes potentiels. Alors quand on dit ça, on se dit, ben voilà, c'est très simple, on va tout raser, hein. On va raser les forêts tropicales, on va exterminer toutes les chauves-souris et puis les primates et les rongeurs et on est débarrassé. Eh ben non, c'est tout le contraire qui se passe. Et ça, c'est incroyable. Et c'est très bien démontré par les scientifiques dans mon livre. En fait, ce qu'on constate, c'est que dans une forêt primaire très riche en biodiversité, il y a un équilibre, n'est-ce pas? Et quand on casse cet équilibre, c'est là que les agents pathogènes vont pouvoir sortir du bois. Hein. Et d'ailleurs, l'un des scoops, si j'ose dire, de mon enquête, parce que personne n'en parle nulle part, hein, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'effet dilution. Je peux dire quelques mots là-dessus. Oui. L'effet dilution. Donc, je vais vous donner un exemple. L'effet dilution a vraiment été mis au jour, le mécanisme, par 2 scientifiques américains que j'ai donc interviewés, qui ont travaillé sur la maladie de Lyme. Ça nous intéresse parce que c'est une maladie qui, partout dans le monde, est en expansion. Alors, ils ont constaté que... Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, c'est une maladie qui est transmise par les tiques, donc quand on se balade dans les forêts, par exemple, hein, et des tiques qui sont infectées par une bactérie et qui donne cette maladie. Et quand on a cette maladie de Lyme, ben, ça peut être très sérieux, hein, parce que il faut prendre beaucoup d'antibiotiques. Et puis, on peut avoir, si elle n'est pas détectée rapidement, des troubles très graves, hein, qui peuvent aller jusqu'à la paralysie, se retrouver en fauteuil roulant, etc. C'est très sérieux. Et il y a de plus en plus de cas. D'accord ? Alors, ils ont constaté, ces 2 chercheurs américains, que la maladie de Lyme, qui est donc transmise par une bactérie, vous m'avez suivi, cette bactérie, elle a un réservoir animal, c'est-à-dire que c'est un animal qui l'a dans lui, mais qui est porteur sain. Lui, ça ne le rend pas malade, d'accord ? On appelle ça un réservoir, d'accord ? Et aux États-Unis, le rongeur qui est porteur de cette bactérie, c'est la souris à pattes blanches. Bon, en France, c'est d'autres rongeurs, mais c'est le même principe. Hein. Et la souris à pattes blanches, eh bien, quand une tique la mord, pour se nourrir, parce que les tiques, pour pouvoir se développer, elles ont besoin d'un repas sanguin, donc comme les moustiques. Eh bien, quand la tique mord une souris à pattes blanches, elle s'infecte et ensuite, ben, vous risquez, vous, d'être contaminé par cette tique qui a été infectée, ok ? Alors, qu'est-ce qu'ils ont constaté ? C'est que quand la tique, elle est là dans une herbe à attendre que passe un mammifère, un oiseau, pour se nourrir, elle ne fait pas la fine bouche, elle ne va pas choisir la souris à pattes blanches. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, s'il y a plein d'animaux différents autour de la souris à pattes blanches, vous voyez, plein d'autres rongeurs qui ne sont pas des souris à pattes blanches, qui ne sont pas le réservoir de la bactérie, d'accord ? Des écureuils, des oiseaux qui passent par là, eh bien, la tique, elle va... Voilà. Et donc,
plus il y a d'animaux différents et divers dans la forêt, plus le risque est dilué, vous m'avez compris, que la tique, et donc réduit, que la tique s'infecte. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. C'est ça l'effet dilution. D'accord? Ça marche aussi pour les maladies avec des moustiques, c'est la même chose. Et donc, quand on casse une forêt, qu'on la fragmente, ils ont montré aussi que les premiers à partir, ce sont les gros mammifères. Alors, ça peut être des renards quand on est aux Amériques, vous voyez, enfin, ou des oiseaux d'ailleurs qui sont des rapaces. Ils partent parce qu'ils n'ont pas assez d'espace. Donc, ce sont des prédateurs qui contrôlent la population des rongeurs et notamment des souris à pattes blanches. Et puis la deuxième chose qu'ils ont montré, et ça c'est extraordinaire, le monde du vivant, vous savez, moi j'ai été fascinée par ce que j'ai découvert dans mon enquête. Ils ont constaté, ces chercheurs, que dans la grande famille des rongeurs, c'est vraiment une très très grande famille, les muridés on dit. Alors, il y a les souris, il y a les rats, enfin, vous avez les gerbilles, enfin, etc. Il y a deux grandes catégories. Il y en a une qu'on appelle la catégorie des spécialistes. Alors ça c'est extraordinaire, ce sont des rongeurs qui sont liés à des niches écologiques. Donc, pour faire simple, ils ne mangent qu'un certain type de graines. Par exemple, vous avez dit que j'étais au Mexique la semaine dernière. J'étais dans une réserve protégée à Celestún, dans le Yucatan. Et là, on m'a présenté de jolis petits rongeurs qui sont des spécialistes qui ne vivent que dans les mangroves, vous voyez, avec un certain type d'aliments. Si vous cassez leur niche, ils disparaissent. Parce qu'ils ne mangent que ça. Ils ne mangent que ça. Et en plus, ils se reproduisent très lentement. Donc voilà, ils disparaissent. Et eux, ils sont porteurs de rien. Ils ne portent jamais rien. Mais les autres, en revanche, leurs cousins, qu'on appelle les généralistes, alors ce sont des rats ou des souris ou des rongeurs, qui eux, au contraire, quand vous cassez l'environnement, ils sont ravis. Vous mettez du soja transgénique, ils le mangent parce qu'ils mangent tout. Ils mangent n'importe quoi, ils mangent tout. Et ils sont ravis, même y compris de vivre auprès des humains, parce que c'est d'autres sources de nourriture. Ils peuvent manger de n'importe quoi et ils prolifèrent. Ils se reproduisent 4 ou 5 fois plus vite que les spécialistes. Donc vous avez compris, quand vous fragmentez une forêt, vous faites partir les spécialistes parce que voilà, ils ont plus de quoi manger. Vous ne gardez, du coup, vous favorisez les généralistes. Et les généralistes, ce sont justement ceux qui portent les bactéries et les virus. Alors ça, c'est toute une longue histoire dans l'évolution. On n'a pas le temps d'en parler, mais c'est abordé dans le livre. Pourquoi voilà. Et pour résumer, donc, l'effet dilution, c'est ça. C'est-à-dire que dans une forêt équilibrée, vous avez de tout, des rongeurs spécialistes qui sont tranquilles, mais si la tique passe, c'est parfait, elle ne sera pas infectée parce qu'ils ne portent rien. Des généralistes, vous avez aussi des gros mammifères, vous avez des prédateurs, vous avez des oiseaux, vous avez des écureuils, enfin, voilà. Donc, c'est ça l'effet dilution. Et c'est extraordinaire parce que ça montre comment, effectivement, dans un écosystème équilibré, les risques infectieux sont à bas bruit. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, il n'y a pas quelqu'un qui peut attraper quelque chose, mais ça fait partie de la vie. On peut tous attraper quelque chose. Le problème, c'est quand, vous voyez, vous favorisez le fait que certains pathogènes sortent du bois, parce qu'en fait, c'est vous qui les faites sortir du bois. Vous allez faire une route dans une forêt, vous allez carrément détruire, comme je le raconte dans le livre, un exemple que je donne souvent, parce que je trouve que ça explique bien tous les mécanismes à l'œuvre. C'est le cas du virus Nipah. On est à la fin des années 1990 et on brûle la forêt sur l'île de Bornéo pour faire des palmiers à huile. Attention, ça nous concerne, parce que je rappelle qu'on importe de l'huile de palme pour mettre dans nos moteurs, notamment à la raffinerie de Total dans les Bouches-du-Rhône. Donc, on est interconnectés. Donc, on rase et voilà. Il y a des chauves-souris dans cette forêt. Les chauves-souris, c'est le 3e groupe animal, après les rongeurs et les primates, qui sont réservoirs de bactéries et de virus. D'accord ? Moi, je peux vous dire que, à force d'entendre ces scientifiques me parler des chauves-souris, je suis tombée raide amoureuse des chauves-souris. Vraiment extraordinaire. C'est des mammifères extraordinaires. C'est les seuls mammifères volants. Donc, pour arriver à faire ça, c'est une prouesse. Elles ont développé un système immunitaire exceptionnel, qui fait qu'elles peuvent être bourrées de virus sans tomber malades. C'est pas mal, quand même. Et voilà. Sauf que quand on les force à partir parce qu'on détruit leur habitat, elles stressent. C'est normal. Et quand elles stressent, c'est très bien démontré scientifiquement. Elles se mettent à excréter tous les virus qu'elles ont. On le mesure dans leurs urines, dans leurs excréments. Quand on leur fait des prises de sang, elles ont des hormones du stress. Elles se mettent à transpirer, à faire caca. Enfin, voyez, et du coup, elles peuvent contaminer d'autres animaux qui sont par là ou des humains. Dans mon histoire, elles s'enfuient, elles sont obligées. Elle meurt de faim. C'est une variété de chauve-souris, en l'occurrence, qui est frugivore, qui mange des fruits.
Il y en a d'autres qui sont carnivores, il y en a d'autres qui sont hématophages. Vous savez, on pense à Dracula, il y en a d'autres qui se nourrissent de sang, un peu comme les insectes. Celles-là, elles sont frugivores. Elles s'arrêtent sur les côtes malaisiennes, où on a planté plein de manguiers au-dessus de fermes industrielles porcines, des cochons donc, élevés de manière industrielle, mais en plein air. Donc elles mangent les mangues, évidemment, elles crèvent de faim. Et du coup, elles défèquent, il y a des mangues infectées qui tombent, qui contaminent les cochons qui sont en dessous. Et ça, c'est... Le cochon, c'est un vieil ami de l'homme, et on partage 95% de nos gènes avec lui. Et donc, si vous voulez humaniser un virus zoonotique, comme on dit, donc qui vient d'une chauve-souris, d'un rongeur, etc., il faut qu'il passe par une case intermédiaire. Et si c'est le cochon, nickel, génial, pas génial pour que ça passe direct à l'homme. Et c'est ça qui s'est passé. Les cochons étaient infectés, les ouvriers agricoles dans les fermes ont été infectés par ce nouveau virus qu'on a appelé Nipah, c'est le nom de la localité. Et en plus, ironie de l'histoire, on est en Malaisie, c'est un pays musulman, on ne mange pas de cochons, mais voilà, l'agro-industrie. Ces cochons sont destinés à l'exportation, ils vont être abattus à Singapour et ensuite exportés vers la Chine. Donc c'est parti, hop, le virus traverse, vous voyez. On a tout là, déforestation, élevage intensif, globalisation, et voilà comment un virus qui vient d'une chauve-souris, qui n'emmerdait personne, excusez-moi d'être... depuis la nuit des temps, devient un danger pandémique, en l'occurrence. Donc, voilà comment, pour répondre à votre question, quand on déforeste pour faire des monocultures, d'huile de palme, qui vont finir aussi dans nos assiettes, parce que vous savez, c'est beaucoup utilisé aussi, de soja transgénique en Argentine, par exemple, comme j'ai vu, pour nourrir les poules, les vaches et les cochons, des élevages industriels français et européens. Quand on fait de l'élevage en Amazonie, et je rappelle au passage que nous avons un projet de signer un accord de libre-échange avec les pays du Mercosur, dont fait partie le Brésil, qui prévoit notamment l'importation de bœuf brésilien. Donc ça veut dire que si on accepte ça, on accepte qu'on déforeste en Amazonie pour faire du bœuf, n'est-ce pas? Alors qu'on a des producteurs français qui font très bien leur travail, qu'on n'a pas du tout besoin de bœuf brésilien. En plus, non seulement on déforeste, on participe au dérèglement climatique, parce que quand on abat des arbres, c'est ça que ça fait. Mais en plus, on ouvre la voie à de nouvelles maladies infectieuses, par exemple comme le Zika, qui est une maladie très grave transmise par les moustiques. On sait que ça provient de la déforestation en Amazonie. Donc, on fait ça pour ça. Et donc, l'élevage dans tout ça a aussi un rôle très important, et notamment l'élevage industriel, parce que dans ces fermes industrielles, et c'est particulièrement vrai pour la grippe, eh bien, ce sont tous des clones. Il n'y a pas de diversité, d'accord? Ils sont tous pareils. Les pauvres cochons et les pauvres poulets entassés comme des sardines, enfin bref, qu'on maltraite là. Et quand un agent pathogène arrive dans un élevage industriel, c'est une bombe biologique. Vous vous rendez compte? Et ça amplifie le virus. Et ça permet son passage à d'autres animaux, ça peut être le cochon, et voire à l'homme. Donc, évidemment que c'est lié, en partie, parce qu'après, l'exploitation des mines aussi qui peut faire ce genre de choses. Mais dans cette fabrique des pandémies, parce que c'est nous qui les fabriquons, les pandémies, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est notre activité humaine, anthropique, on dit, qui est à l'origine de ça. On déforeste pour les raisons qu'on vient d'indiquer. Ensuite, les élevages industriels. Non seulement il y a les élevages industriels, mais si vous lisez mon livre, vous verrez que la Thaïlande, par exemple, eh bien, où est installé Serge Morand, est l'un des premiers producteurs mondiaux de poulets. Alors, les poulets, vous imaginez, des usines à poulets. Eh bien, on découvre que la Thaïlande exporte tous les jours, par bateau, des poussins d'un jour pour alimenter les élevages industriels d'Afrique et d'Europe. Donc, on est dans un monde de fous. Excusez-moi, je ne peux pas dire ça autrement. On balade les animaux morts ou vifs d'un bout à l'autre de la planète dans des conditions absolument lamentables. On nous balade, on se laisse balader aussi, il faut dire, d'un bout à l'autre de la planète de la même manière. On balade les marchandises. Eh bien voilà, évidemment, là, vous avez tous les ingrédients qui vont faire qu'à un moment, un agent pathogène X qui est sorti du bois à cause de notre activité peut se retrouver à l'autre bout de la planète, le temps d'un long courrier. Et voilà, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ça vient de là. Alors la question, c'est de savoir maintenant comment on fait pour sortir de ça. Et c'est une des questions que j'ai évidemment posées aux 62 scientifiques que j'ai interviewés, qui étaient tous donc des virologues, des parasitologues, des médecins, des vétérinaires, différentes disciplines. Ils sont excellents dans leur discipline, mais ils ont tous en commun, il faut quand même le dire,
qu'ils ont une vision commune. Et d'ailleurs, ils se revendiquent d'une nouvelle discipline qu'on appelle en anglais disease ecologist. Alors, on dit l'écologie de la santé, c'est-à-dire qu'on peut être virologue, infectiologue, parasitologue, mais se revendiquer de cette discipline chapeau, parce qu'ils se disent, si on veut relever ces défis énormes que nous avons, nous, au XXIe siècle, le dérèglement climatique, la destruction de la biodiversité, et j'ajouterai d'ailleurs l'explosion des inégalités, parce que tout ça est lié, eh bien, il faut qu'on travaille ensemble pour trouver des solutions. Et chacun a besoin d'apporter sa pierre, son excellence, son expertise. Et on n'y arrivera que si on a cette vision commune. Vous voyez ? Et si on ne le fait pas, eh bien, ce qui se passe là, moi, ça m'a fait peur, hein, ça. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles dans ce livre, mais il y en a quand même une mauvaise. La mauvaise, c'est qu'ils pensent que nous sommes entrés dans une ère de confinement chronique. C'est-à-dire que le masque, là, je ne sais même plus où je l'ai mis, là, il est tombé. Voilà, ça ne m'étonne pas. Moi, chez moi, ils ont tendance à tomber, les masques. Enfin, ce masque-là, on va l'avoir tout le temps. C'est ça qu'ils me disent, ère de confinement chronique. C'est pas rigolo, hein. Et ils disent, évidemment qu'il faut faire une gestion à court terme. C'est quoi de la crise? C'est de trouver un vaccin, c'est de trouver un traitement. Ok, c'est légitime. Ils ont des questions par rapport à la capacité et la possibilité de faire un vaccin aussi vite, mais ça, c'est autre chose. Mais il n'empêche qu'ils disent ok, il ne faut pas faire que ça. Parce que si on ne fait que ça, il y a des prochaines pandémies qui vont arriver, et ils sont persuadés qu'il y en a d'autres qui vont arriver, parce que toutes les conditions sont réunies pour que d'autres arrivent. Eh bien, ça peut être pire, vous voyez. Donc, il faut aussi prendre des mesures à moyen et long terme pour s'attaquer aux causes de l'émergence de ces nouvelles maladies, qui sont les mêmes qui provoquent le dérèglement climatique. Alors, on reviendra peut-être sur les solutions qu'on peut imaginer. Avant, j'aurais aimé savoir ce que les scientifiques que vous avez interrogés répondent à la question de savoir si on peut prévoir précisément l'émergence de nouvelles maladies infectieuses, voire de pandémies. Alors oui, bien sûr. Il y a un scientifique, par exemple, qui s'appelle Rodolphe Gozlan, que je vais d'ailleurs aller filmer en Guyane, normalement la semaine prochaine, qui a fait un travail extraordinaire. D'abord, il a commencé sur la Guyane, donc il a travaillé avec alors lui, il est parasitologue, n'est-ce pas? Mais il se revendique comme écologue de la santé maintenant, donc voilà. Et il a travaillé avec les médecins de l'hôpital de Cayenne. Et il a demandé la liste de tous les malades qu'il y avait eu dans cet hôpital depuis 30 ans, et en s'intéressant uniquement aux maladies infectieuses, d'accord? Soit transmises par des virus ou par des bactéries. Et il y en a une, par exemple, qui est terrible, qui s'appelle l'ulcère de Buruli. C'est vraiment pas une belle maladie, hein, ça fait comme la lèpre, en fait, hein, voyez, et qui est transmise par une mycobactérie qui est dans les marais, qu'on trouve dans la forêt amazonienne en Guyane. Et donc, quand on est en contact avec, et on a une petite plaie, on peut s'infecter, et on a cette maladie terrible. En fait, il a constaté, il a pris l'adresse de chaque patient, hein, par exemple de l'ulcère de Buruli, et il a ensuite allé voir avec les données satellites où vivait ce patient, dans quel contexte, dans quel environnement, et il a pu établir, en recoupant différentes données, y compris climatiques, parce que vous allez voir, enfin, ce qu'on comprend aussi, c'est que le dérèglement climatique va accélérer les effets de la perte de la biodiversité sur l'émergence de nouvelles maladies, donc on a vraiment intérêt à s'attaquer aux deux en même temps parce que c'est les mêmes causes, hein, voilà. Et donc, il a constaté qu'en fait, que dès qu'on déforestait quelque part en Guyane, par exemple, pour faire de l'orpaillage illégal, ou légal d'ailleurs, les activités d'exploitation de l'or, hein, eh bien, ça provoquait, dans cette forêt, hein, c'est une forêt, on est en Amazonie, hein, ça provoquait un déséquilibre de l'écosystème sur place. Et pour ce qui est de l'ulcère de Buruli, qui est donc lié à une mycobactérie qui est dans l'eau, vous avez des zones marécageuses, vous abattez les arbres, hein, d'accord? Du coup, ça fait des puits de lumière qui vont tout modifier, la structure même du marais, hein. Par exemple, du coup, les oiseaux, comme il y a plus de lumière, ils vont plus pouvoir manger les poissons qui eux-mêmes mangeaient le petit insecte vertébré qui porte le réservoir, la mycobactérie. Du coup, l'eau, la température augmente, il y a plus de lumière, donc il y a plus d'algues, donc le petit insecte vertébré va proliférer parce qu'il a plus à manger. Vous voyez, il a moins de prédateurs parce que les poissons sont bouffés par les oiseaux. Enfin, vous voyez, tout ce que. Et résultat, en moins de 2 ans, le marais qui était là a totalement changé et la mycobactérie a proliféré. Vous voyez.
C'est encore un exemple de l'effet dilution, en fait. Hein. Voilà. Et ce qui va faire que, et on le voit, la même chose pour Ebola, dont on a parlé tout à l'heure, une étude qui a été très bien faite, montre que les flambées épidémiques d'Ebola, comme il y en a une en ce moment, sont directement liées à une activité de déforestation 2 ans avant. C'est-à-dire qu'en 2 ans, l'écosystème se transforme et est donc propice à la transmission de ce nouveau pathogène. Donc, quand il a fait ça, Rodolphe Gosselin, il s'est dit très intéressant. Donc, on peut, et d'ailleurs, du coup, il a fait une projection pour la Guyane en tenant compte de différents facteurs, hein, déforestation, conditions météorologiques, parce que ça peut encourager, etc. Et il a prédit l'émergence de foyers infectieux en Guyane, et il avait tout à fait raison. Alors, ce qu'il a fait, en plus, ça m'a complètement, excusez-moi l'expression, scotché. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle a lancé un appel à tous les scientifiques du monde en les encourageant à travailler sur ce qu'ils appellent la maladie X. Alors, c'est quoi la maladie X? C'est d'essayer de déterminer une maladie inconnue qui a un potentiel pandémique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous rappelle quelque chose, non? Mais ça, c'était bien avant la Covid-19. Alors, Rodolphe Gosselin, avec son équipe, il s'est dit, vu qu'on a développé cet outil sur la Guyane qui a marché, on va faire la même chose au niveau mondial. On va essayer de déterminer, en tenant compte de certains facteurs, anthropiques donc, hein, eh bien, quels pourraient être des territoires d'émergence possibles. Et il a publié son article, je précise, en septembre 2019. D'accord? Avant la Covid-19. Et en tenant compte de tous ces facteurs au niveau mondial, il a dit, attention, il y a 2 zones qu'il faut vraiment surveiller. La première, c'est l'Ouganda, et la deuxième, c'est Wuhan. Donc, il a carrément prédit que ce territoire de Wuhan, pour des raisons, voilà, je viens de les expliquer, était un territoire d'émergence possible. C'est ça que font les écologues de la santé, en fait. Hein. Ils essaient de, en mettant en rapport différents facteurs qu'on peut identifier, eh bien, se dire, voilà, là, il y a une activité de déforestation. Là, il y a des élevages industriels qui sont pas loin. Là, il y a une densité de population humaine, parce qu'évidemment, ça compte beaucoup, qui n'est pas loin. Eh bien, tout ça fait que, attention, c'est là que ça peut commencer. Donc, évidemment, on peut, en tout cas, déterminer quels sont les territoires d'émergence possibles, et ce qui permet aussi d'anticiper déjà. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut quand même, c'est comprendre qu'il faut arrêter de déforester, quoi. Et qu'il faut non seulement arrêter de déforester dans les dernières zones tropicales riches en biodiversité, mais qu'il faut réintroduire de la biodiversité partout, parce que c'est la biodiversité qui nous protège et qui protège notre santé. Et en plus, c'est une bonne nouvelle, parce que quand on fait ça, eh bien, on protège aussi le climat. Vous voyez? C'est quand on déforeste, eh ben, on libère du CO2 et on contribue au réchauffement climatique. Quand on reforeste, on replante des arbres, c'est ce que j'ai vu moi avec l'agroforesterie par exemple, eh bien on capte du carbone. Vous voyez, c'est un argument quand même important, parce que ça veut dire que si on prend les bonnes mesures, eh bien c'est du gagnant-gagnant. On dit en anglais win-win, hein, c'est-à-dire ça sert pour le climat, ça sert pour la biodiversité, ça sert pour la santé. C'est pas mal quand même. Hein. Olivier, je crois qu'il y a des questions d'internautes. Oui, donc quelques questions d'internautes qui demandent que faire à notre petit niveau. Je résume les questions de Sylvain et de Elbiri. Sachant que l'homme détruit de plus en plus l'écosystème, n'est-ce pas trop tard? Et sinon, d'après vous, quels leviers sont à tirer pour changer de modèle au niveau de Monsieur Tout-le-Monde? Et comment informer les gens que c'est possible face à la résignation générale? Voilà, beaucoup de questions. Alors déjà, moi je pense que c'est ce que disent les scientifiques hein, dans ce livre aussi. D'ailleurs, c'est rare pour le souligner, parce que tout le dernier chapitre, c'est qu'est-ce qu'on peut faire justement. Et moi, je peux vous dire qu'il y a 10 ans, 12 ans, quand je commençais à travailler avec les scientifiques, c'est très difficile de les faire parler de qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça, parce qu'ils disaient non, moi je suis scientifique, c'est pas. Voilà. Ça a changé. Et c'est étonnant, quoi. Enfin, c'est étonnant. C'est un signe aussi, ça. Hein, parce qu'ils sont très inquiets. Hein, ils le disent hein, dans le livre. Hein. Inquiets parce qu'ils ont des enfants, des petits-enfants, et ils se disent voilà, c'est terrible, ce qui se prépare est terrible, il faut agir. Hein. Donc, j'ai déjà donné des pistes hein, tout à l'heure. Par exemple, au niveau alimentaire, puisqu'on en parle, j'arrête pas de le dire. D'abord, il faut manger moins de viande, très clairement. Voilà. Vraiment, vraiment manger moins de viande. Ça, c'est sûr. Après, si on continue d'en manger un peu, ce qui est mon cas, moi je continue de manger un peu de viande, mais 2 producteurs locaux que je connais, parce que je sais comment des éleveurs travaillent, fait que moi je pense que l'élevage est important dans le pays, mais à condition que ça soit
pas un élevage industriel évidemment, qu'il faut absolument interdire. Eh bien, il faut il faut éviter tous les poulets, les vaches et les cochons des élevages industriels parce qu'ils sont nourris avec du soja qui vient d'Amérique latine et qui a contribué à la déforestation. Déjà, ça c'est clair. Donc, privilégier les circuits courts, évidemment, les relations directes avec des producteurs. Voilà. Après, il faut être très vigilant aussi. Je parlais de l'huile de palme. Moi, je me bats contre l'huile de palme à tous les niveaux, hein, y compris cette discussion que j'ai eue avec les Biocop, parce qu'il y a beaucoup de Biocop. Moi, je suis une cliente des Biocop, mais où il y a pas mal de produits bio, où il y a de l'huile de palme bio. Ben, moi, je dis, je veux pas d'huile de palme du tout, tout court. Donc, d'ailleurs, ils font tout un travail pour voir comment on peut réaménager la filière, parce qu'effectivement, y compris dans les Biocop, ben, il y a de l'huile de palme dans les gâteaux pour les enfants. Enfin, voilà. Parce que de toute façon, la monoculture, qu'elle soit bio ou pas bio, d'huile de palme, c'est un désastre pour les pays où ça a lieu. Ça se passe au détriment des cultures vivrières et des petits paysans. Et on n'en a pas besoin. Alors voilà, on peut avoir quelques palmiers, parce que voilà, ça c'est encore autre chose, hein, mais surtout pas de monoculture. Et pour ce qui est de l'huile de palme, je connais des monocultures en Colombie, par exemple, d'huile de palme, bio, certifiée bio, mais alors, on a mis dehors les petits paysans parce qu'une monoculture, c'est une monoculture. Et puis de toute façon, une monoculture, c'est mauvais pour la santé. Hein. Très bien documenté le problème de la monoculture d'huile de palme. C'est très mauvais pour la santé. Ça favorise les moustiques, enfin, etc. Non, il faut des forêts diverses, biodiverses, avec des systèmes agricoles intégrés, y compris dans les forêts, comme vous allez voir dans le prochain film, parce que vous allez voir comment ça marche. C'est vraiment super. Voilà, c'est possible. Et voilà. Donc, on peut faire ça. On peut faire plein de choses. Hein. Enfin, la permaculture. Il faut encourager les jardins potagers dans les écoles. Moi, j'arrête pas de dire voilà, que les enfants, tout petits, apprennent à semer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu des enfants qui sèment des salades et qui les mangent après. Hein, je peux vous dire que ça y est, c'est gagné pour la vie. Hein. Et c'est bon pour le moral. C'est bon pour la santé. Voilà. Donc, on peut faire tout ça. Alors après, le problème, c'est que, et ça, je voudrais quand même insister là-dessus, c'est que c'est très urgent de changer de cap. Et plus ça va, plus c'est urgent. Donc, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Donc, on n'a vraiment plus le temps. Et il faut aussi, à mon avis, le changement individuel est très important. Et puis d'ailleurs, je trouve ça très rassurant parce que tous ceux que j'ai vus changer, eh bien, ils vont mieux qu'avant. Donc, vraiment, j'ai appelé l'un de mes films «Qu'est-ce qu'on attend?» Ben oui, vraiment, qu'est-ce qu'on attend, hein. Bon, ça, c'est une chose. C'est déjà une bonne raison de le faire, hein. Et puis, il faut se rapprocher avec ceux qui ont cette même démarche parce que ça permet aussi de... Voilà, parce qu'en ce moment, c'est dur, quoi, hein. Si on est tout seul dans son coin, enfermé dans son appart, c'est quand même... Il y a beaucoup de raisons de déprimer, quoi. Mais il faut aussi actionner le levier politique. Très important. Parce que le problème, c'est de changer d'échelle. Parce qu'il y a plein de gens qui font des choses très bien. Des initiatives dans tous les domaines, etc. Très bien. Mais il faut qu'on franchisse la marche suivante. Je parlais de transition agricole. Eh bien, si on n'a pas des bons élus qui font que, oui, maintenant c'est fini, les subventions ne vont pas aux pollueurs, mais elles vont à ceux qui protègent l'environnement et qui font des aliments de qualité, sains, eh bien, il faut une décision politique pour ça. Donc, il faut s'engager politiquement pour faire en sorte qu'on ait les bons élus qui permettent de prendre les bonnes lois. Voilà. Alors, je ne vais pas vous dire pour qui voter, quand même, c'est pas ça le but. Hein. Le pouvoir d'agir des citoyens. Pour revenir justement à ce qu'on disait tout à l'heure au sujet de la possibilité de prédire, vous parlez dans votre livre d'une stratégie de preparedness. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et quel en est le résultat? Alors ça, c'est tout le premier chapitre du livre parce qu'en fait, j'ai découvert que dans les années 1980, certains scientifiques, dont Stephen Morse, qui a longtemps dirigé la chaire d'épidémiologie à l'Université Columbia à New York, avait très bien compris le danger que représentait la déforestation, donc au point d'organiser à Washington en 1989 une grande conférence sur ce qu'il a appelé les virus émergents, et où il avait rassemblé 200 scientifiques. Ils avaient tous dit d'ailleurs attention, attention. Évidemment, ils avaient tous présent à l'esprit le sida, hein, dont on avait parlé, qui était apparu, alors je mets beaucoup de guillemets parce qu'en 1980 officiellement, mais en fait on découvre dans mon livre qu'en fait
le virus du sida a circulé chez les primates en Afrique depuis très longtemps et qu'il a déjà commencé à contaminer les humains au moment de la colonisation, notamment française en Afrique, chose que je ne savais pas, hein, mais qu'il a circulé à bas bruit parce qu'en fait, un virus, avant qu'il devienne qu'il ait un vrai risque pandémique, il faut qu'il s'adapte. Vous voyez, il évolue. Donc il y a certainement eu, y compris avec la prostitution qu'on a organisée dans les zones africaines où on a déforesté pour faire des lignes de chemin de fer, pour exploiter le bois. Enfin, je parle au moment de la colonisation, n'est-ce pas? Et on a découvert en 1950, par exemple, dans des sérums humains qui avaient le virus du sida, mais ce n'était pas une pandémie encore, parce que vous voyez, il fallait qu'il s'adapte pour devenir ensuite transmissible de manière... voilà. C'est pour ça qu'on dit souvent le sida est apparu en 1981, mais non, voilà. Il était là déjà de manière un peu, vous voyez, voilà, diffuse. Certainement qu'il y a des gens qui sont morts d'un cancer de la Kaposi, par exemple, parce que c'est un cancer qui est associé au sida, et qu'on se dit, bon, il est mort d'un cancer, on ne savait pas que c'était le sida. Enfin, vous voyez, voilà. Mais après, ça devient une pandémie parce qu'il y a eu une adaptation suffisante du virus pour qu'il ait ce potentiel pandémique. Voilà. Donc, ils étaient très préoccupés par ça. Il y avait eu Ebola juste avant, donc ils font cette conférence à Washington. Et là, on se dit, waouh, j'ai lu les rapports, enfin, les comptes rendus de cette conférence. Je raconte dans le livre, c'est extraordinaire, quoi. Tout est là, quoi. Tout est là. Hein. Et puis là, boum. En fait, c'est incroyable, l'histoire est incroyable. Juste 1989, c'est aussi l'année où tombe le mur de Berlin, n'est-ce pas? 2 ans après, l'Union soviétique s'effondre. Et aux États-Unis, mais aussi dans tous les pays de l'OTAN, bah, je cite par exemple Colin Powell, qui était le secrétaire américain à la Défense, qui dit, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On n'a plus d'ennemis, parce que, vous voyez, c'est la guerre froide, ça. Et là, il va se passer quelque chose d'incroyable que je ne savais pas. C'est-à-dire que depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis avaient développé ce concept dont vous avez parlé, la preparedness. Donc, c'est le fait de pouvoir se préparer. C'est un peu difficile à traduire. Hein. La préparativité, enfin bon, la preparedness. C'était quoi? C'était justement le contexte de la guerre froide. C'était comment se préparer à une éventuelle guerre nucléaire déclenchée par l'Union soviétique. Ok? Comment l'État peut-il se préparer? Alors, ils avaient construit des bunkers, vous voyez, enfin, etc. Et puis, petit à petit, cette preparedness, donc qui désigne la capacité de l'État de se préparer à des grandes catastrophes, alors par exemple nucléaires, mais c'est devenu aussi les cyclones, vous voyez, voilà. Donc on prépare les gens à des grandes catastrophes, y compris environnementales, etc. Mais en fait, il va se passer un truc incroyable. Donc on est dans un domaine qui est la sécurité intérieure, quand même, qui n'a rien à voir avec la santé, d'accord, pour l'instant. Hein, voilà. L'effondrement du mur de Berlin et de l'Union soviétique va faire que on va mettre dans ce pot commun les dangers, catastrophes qui pourraient nous tomber dessus, le bioterrorisme, parce qu'il se trouve que dans les années qui vont suivre, il y aura un attentat, je ne sais pas si on se souvient, en 1995, dans le métro de Tokyo, avec une secte, Aoum, qui a utilisé du gaz sarin, et ça fait peur à tout le monde, on dit ouais, c'est des bioterroristes. Puis après, il y a eu les attentats du 11 septembre. Et vous voyez, avec tout le délire en plus de l'administration Bush qui a voulu absolument que, soi-disant, il y avait des armes biologiques en Irak. On sait très bien que c'est un mensonge. Enfin voilà, le bioterrorisme. Après, les lettres à l'anthrax. Je ne sais pas si vous vous souvenez, après le 11 septembre, 5 lettres qui ont été envoyées. Et il y avait de la poudre d'anthrax qui provoque une maladie fatale. Et dans le délire des faucons de la Maison-Blanche de l'époque, donc c'était Bush et compagnie, eh bien, on a mis dans un même pot les grandes catastrophes qui pourraient venir, un cyclone, etc., le bioterrorisme et les maladies infectieuses émergentes, qu'on a traitées comme un risque de sécurité intérieure. Parce qu'en plus, on disait, ah bah oui, en plus, elles viennent du Sud, donc voilà, il va falloir se protéger parce que ça vient de là-bas, quoi. Et c'est développé un nouveau business, parce qu'il faut savoir que quand le mur de Berlin tombe, c'est très bien expliqué dans le livre d'ailleurs, l'armée américaine n'a plus d'ennemis, mais ça veut dire aussi des millions, 10 millions, pourquoi faire, quoi. On n'a plus de... Il y avait tout un empire militaire et c'était des milliards de dollars. Et là, on va détourner tout ça, tout cet argent pour alors commencer à faire ce qu'on appelle, et qui est l'option actuelle, hein, faut quand même dire parce que ce délire, parce que ça s'appelle un vrai délire, hein, va faire aussi que, comme on est censé se préparer à un danger qu'on ne connaît pas, évidemment, parce que le virus en question, on ne sait pas lequel ça va être ni quand, on s'imagine le pire, donc c'est fondé sur les scénarios du pire.
on va faire des jeux de rôle, y compris en Occident. On voit Bernard Kouchner qui joue le rôle du président au cas où un virus complètement dingue arrive sur... voilà, et qu'est-ce qu'on fait comme ça, enfin... Et on rentre dans un délire, on n'est plus dans la prévention, on est dans les scénarios du pire. Mais qui fait que petit à petit, on oublie totalement. Enfin, on oublie. En tout cas, on met sous le tapis, parce que je dirais ça plutôt comme ça, ces causes anthropiques, humaines, qui avaient été, donc de l'émergence de pandémie, qui avaient été identifiées très clairement en 1989, vous me suivez? Et ça va faire que, eh bien, par exemple, on va subventionner des programmes, c'est ce qui est le cas aujourd'hui, pour faire de la biosurveillance. Hein, et par exemple, on dépense en ce moment des milliards pour séquencer ce qu'on appelle le virome. Alors, on a en tête le séquençage du génome. Je rappelle d'ailleurs que quand on a mis beaucoup d'argent pour séquencer les gènes humains, on nous avait promis monts et merveilles, on nous avait dit, vous allez voir, avec ça, on va régler toutes les maladies. Hein, mais beaucoup d'argent, en revanche, pour les laboratoires qui ont fait ça. Je ne dis pas que ça servait à rien. Enfin, c'était pas non plus ce qu'on nous avait promis. Eh bien, c'est pareil. Donc là, on dépense des milliards en ce moment pour... vous voyez, on est obsédé par le virus. Pas par les causes qui font qu'un virus, à un moment tout à fait naturel, qui fait partie du risque de la vie, vous voyez, va à un moment devenir un véritable risque pandémique. Non. Donc, on est en train d'essayer de séquencer tous les virus potentiels. Alors ça, c'est un énorme travail parce que c'est des centaines de milliers de virus possibles. Hein. Ça fait beaucoup d'argent. En plus, dans un délire supplémentaire qui est de se dire on va les mettre dans des virothèques et on va déposer des brevets au cas où, parce que derrière ça, il y a aussi ça. Hein. Et peut-être qu'on pourra mettre un vaccin au point. Sauf que les scientifiques de mon livre, ils disent ça sert à rien tout ça. À rien. Parce que c'est comme chercher une aiguille dans une botte de paille. Ça ne nous dit rien sur qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, je me répète, un agent X va sortir du bois, quoi. Voilà, un agent pathogène X. Et puis, c'est un autre danger, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on voit avec... parce que vous avez peut-être entendu que l'une des hypothèses, c'est que le coronavirus actuel soit sorti d'un laboratoire P4 de haute sécurité de Wuhan. Ben oui, parce que depuis qu'il y a eu le premier SARS en 2003, eh bien, tout le monde s'est mis à travailler, enfin tout le monde, beaucoup de laboratoires sur les pauvres chauves-souris qui sont devenus l'ennemi public numéro 1 pour essayer de trouver quels sont les virus qu'elles ont, et notamment les coronavirus. Donc pour ça, on fait des laboratoires de haute sécurité parce qu'on veut séquencer ces virus. Alors les laboratoires de haute sécurité, excusez-moi, on peut faire toutes les sécurités qu'on veut, mais il peut toujours y avoir une faille, une vraie faille, et il n'est pas exclu, c'est vrai, et c'est pas sûr non plus. Moi, je ne vous transmets ce que des scientifiques en qui j'ai confiance, parce qu'ils sont indépendants et qui font leur boulot sans aucun intérêt privé direct dans la recherche qu'ils font. Donc déjà, ça pour moi, c'est important. Et je dis c'est pas exclu, mais c'est pas non plus sûr, parce que pour l'instant, en plus, c'est très difficile d'avoir accès à ce laboratoire P4 chinois, parce que vous savez, les conditions de transparence là-bas, c'est quand même assez réduit. Mais il n'y a pas qu'eux qui ne sont pas transparents. Il y a aussi les Américains qui sont très proches de ce laboratoire, qui collaborent avec ce laboratoire et qui entretiennent la non-transparence. Donc il n'y a pas que les Chinois. Hein. Donc c'est pas exclu. Donc c'est très dangereux, en fait, parce que on fait des expériences dans ces laboratoires qui s'appellent du gain de fonction. Enfin, on manipule ces virus pour voir comment, comment ils pourraient être plus virulents et du coup pour pouvoir mieux se protéger. Enfin, donc ça comporte des risques qui sont évidents. Et ce qui est sûr, c'est qu'à terme, si on continue dans cette biosécurité, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'on abat, par exemple, quand il y a eu le virus Nipah que j'ai décrit en Malaisie, les pauvres cochons, là, on a abattu des millions de cochons, voilà. On va faire comme pour la vache folle, on a abattu des millions de vaches. Là, en ce moment, on abat des canards dans le sud-ouest parce qu'on a peur que la grippe arrive. Mais le problème de la grippe aviaire a toujours existé, hein, ce virus. Et le problème, c'est que si on a de plus en plus de grippe, c'est parce qu'on a des élevages industriels qui vont servir d'intermédiaires. Comme dans la grippe que je décris en Thaïlande, H5N1. Et voilà, c'est ça le problème. Et donc, on est rentré dans une logique de biosécurité dont les scientifiques que j'interviewe craignent qu'elle ne s'étende à tout le monde, y compris à nous. Hein, à nous, les humains. Biosurveillance, vous voyez, on est parti pour un passeport vaccinal. Enfin, alors, ils disent
que si on ne fait, si on ne fait que ça, bien évidemment, c'est pas une bonne nouvelle pour l'humanité parce qu'on ne va pas pouvoir éviter les prochaines pandémies. C'est surtout qu'on n'a pas eu l'impression que ça ait permis de réagir rapidement à la pandémie actuelle. Bien sûr. Et bon, le temps qui nous est imparti est en train d'arriver à échéance, mais j'aurais voulu, avant que vous puissiez conclure sur d'ailleurs le film que vous êtes en train de tourner sur ce sujet, vous avez quand même remarqué dans votre enquête aussi qu'il y avait des populations qui résistaient bien au virus. Et ça, je pense que c'est important de signaler aussi les conditions dans lesquelles elles se trouvent. Oui, alors ça, c'est la chose la plus étonnante pour moi parce que, effectivement, on avait prédit une hécatombe en Afrique. On avait dit, oh là là, ça va être terrible en Afrique, et rien du tout. Les chiffres sont très impressionnants, hein. C'est des dizaines de morts au Gabon, enfin, c'est rien du tout. Et ce n'est pas, vous verrez dans mon livre, les scientifiques font le tour des hypothèses, hein. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas faire des tests en Afrique, il faut arrêter. C'est des pays où il y a plein de maladies infectieuses, ils savent faire des tests. Parce qu'ils ont Ebola, enfin voilà. Donc, par exemple. Et donc, en fait, ils ont avancé 3 hypothèses qui sont d'ailleurs très sérieuses, au point d'ailleurs d'avoir été publiées dans Nature et confirmées par des scientifiques qui travaillent en Afrique, mais aussi en Asie, hein. Il faut distinguer les populations rurales de ces 2 continents des populations urbaines, très important. Et je vais vous dire les 3 hypothèses, vous allez voir, c'est très étonnant. La première hypothèse, qui est plutôt une explication, parce que c'est plus qu'une hypothèse, hein, c'est que les populations rurales africaines, par exemple, ou en Thaïlande, parce que c'est pareil, en Thaïlande, 80 millions d'habitants, 89 morts, hein. Et ils sont tous infectés, parce qu'ils font des tests, et ils ont des anticorps, donc ils ont été contaminés, hein, mais ils ne sont pas morts. Pourquoi? Donc, première explication, ces populations rurales vivent dans un environnement où il y a une grande biodiversité. Et notamment, leurs animaux ne sont pas parqués dans des grands hangars et tout ça. Moi, j'ai vu ça en Afrique. D'ailleurs, quand on circule là-bas, il faut faire un peu gaffe parce que voilà, les vaches, les chèvres, tout le monde, ça se balade. Et y compris aux lisières des forêts, où il y a des chauves-souris qui peuvent héberger des coronavirus qui ne sont pas le même. Parce que moi, j'ai interviewé un virologue gabonais qui m'a dit j'ai retrouvé 2 coronavirus sur les chauves-souris gabonaises. Ils sont des cousins du SARS-CoV-2. Mais quand même, c'est comme pour la grippe. Si vous avez eu une grippe il y a 10 ans, enfin, je raconte dans le livre, hein, c'est pas exactement la même que celle de la saison, mais ça vous donne quand même quelques anticorps qui vont faire que vous n'attraperez pas la nouvelle grippe. Voilà. Mais c'est pareil, ça leur donne une immunité croisée, hein, qui peut être une protection. Première explication. Deuxième explication, alors ça c'est génial, parce que c'est toujours la biodiversité. La biodiversité. Les études montrent, et vous verrez dans le livre, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est extraordinaire, que quand on est né, comme moi d'ailleurs, dans une ferme où les vaches bouffent de l'herbe, pas du soja transgénique, qu'il y a du foin. Et moi, je me rappelle, quand j'étais petite, effectivement, je prenais mon bouquin sur le tracteur, là, parce qu'il fallait aider pour le... Et puis derrière, mon père, tout ça, chargeait les bottes de paille, et puis voilà, du foin. Et du lait non pasteurisé. Un petit peu de bactéries, c'est très bon pour la santé, vous allez voir. Eh bien, les études aux États-Unis montrent que si vous êtes né dans cette ferme-là, eh bien, vous avez un excellent microbiote, flore intestinale. Et il faut que ça ait lieu entre 0 et 2 ans. Donc, c'est vraiment parce qu'en fait, les études montrent que c'est dans cette période-là que le microbiote se constitue. Et il reste pour toute la vie, sauf grand changement, mais voilà. Et ça va vous donner une excellente immunité. Et ça fait qu'on n'a pas d'asthme quand on est né dans cet environnement. Pas d'allergie, pas d'intolérance et pas d'excès inflammatoire. Donc, en Afrique, tous les scientifiques me l'ont dit, ils ont tous travaillé en Afrique, il n'y a pas d'allergie. En Afrique rurale, il n'y a pas d'allergie, il n'y a pas d'asthme. Dans les villes, oui. Parce que dans les grandes villes, prenez n'importe quelle métropole africaine, c'est la même malbouffe que chez nous, et c'est le même environnement bétonné. Donc, les études montrent, c'est encore une autre étude ça, que si vous prenez le microbiote de Bangkok, des habitants de Bangkok, de Paris ou de New York, c'est le même, hein, pour ceux qui sont nés dans ces villes, hein. Et troisième hypothèse, et ça c'est absolument incroyable pour moi, c'est que ces populations africaines ou asiatiques, rurales, sont exposées dès leur plus petite enfance à des vers intestinaux. Alors, je ne parle pas de ténia, hein, vous voyez, les oxures, mais moi que j'avais quand j'étais petite. Parce que comme on buvait du lait non pasteurisé, on avait des vers intestinaux. Mais entre-temps, tout le monde déparasite et tout ça. Et donc, les études montrent qu'il ne faut pas déparasiter ces petits vers.
Et les études montrent, c'est incroyable, que quand un intestin d'un enfant est infesté par des petits vers intestinaux, eh bien, normalement, il y a un mécanisme qui se met en route et qui fait que ça active une cellule, la TH2, voilà, qui va faire que le petit parasite, le ver, est expulsé. Mais sauf que dans la longue coévolution que nous avons entre les vers intestinaux qui ont toujours habité les intestins humains depuis la nuit des temps, ou les primates d'ailleurs, eh bien, les helminthes, c'est comme ça qu'on les appelle aussi, les petits vers, ils ont développé une stratégie pour bloquer cette TH2, cette cellule. Ils produisent une protéine qui bloque la TH2. Et en fait, cette TH2, elle est liée aux excès inflammatoires. Et comme cette TH2 est bloquée, eh bien, c'est ça qui fait que vous respirez du pollen, eh bien, vous ne considérez pas, votre organisme ne considère pas que c'est un non-soi, hein, donc il n'y a pas d'allergie. C'est très intéressant parce que comme la TH2 bloque la propension à faire des excès inflammatoires, on comprend aussi pourquoi. Vous savez que la Covid-19, elle tue des gens qui ont des facteurs de comorbidité. C'est quoi les facteurs de comorbidité? C'est le diabète, l'asthme, l'obésité, des maladies chroniques qui sont toutes liées, c'est ce que me disent les scientifiques, à des dysfonctionnements du microbiote. Et on en revient encore à la biodiversité qui manque. Et à l'alimentation. Et donc à l'alimentation, évidemment. Donc c'est très intéressant parce que du coup on voit comment cette biodiversité, il ne faut pas la détruire là où elle est très importante, parce que évidemment on libère tout ce qu'elle a en elle, parce qu'elle est très riche, donc aussi elle est riche en agents pathogènes. Mais quand on la détruit aussi chez nous, vous verrez des études incroyables, je ne peux pas tout raconter là, qui confirment tout ce que je vous dis, hein, c'est vraiment passionnant. Hein. Eh bien, on affaiblit nos systèmes immunitaires, ça commence dès la petite enfance, n'est-ce pas? On affaiblit les systèmes immunitaires et on les rend plus propices à avoir des réactions inflammatoires excessives, ce qui explique pourquoi aujourd'hui, parce que moi c'est une question que je me suis toujours posée, j'ai 3 filles, moi, de 24 à 30 ans, dans leur entourage, je ne sais pas combien ont des problèmes d'intolérance alimentaire, qui ne supportent plus le lactose, ne supportent plus le gluten, ne supportent plus les blancs d'œufs, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ça y est, je comprends maintenant, c'est quoi cette histoire? Pas assez de biodiversité, pas assez d'arbres dans nos villes, voyez, pas assez de forêts, pas assez d'aliments sains, vivants, voyez. Et à force de tout aseptiser, de l'obsession de l'hygiène et tout, en fait, on tue, eh bien, toutes les bonnes bactéries, en fait, qui sont là pour coloniser notre intestin et le rendre et nous donner un système immunitaire puissant. Et moi, vous voyez, je trouve que finalement, ça remet de la cohérence dans tout ce qu'on vit, parce que par exemple, on se dit pourquoi est-ce que les obèses ils mourraient plus que les autres? Pourquoi est-ce que ben voilà, tout se tient, tout est lié, tout est interconnecté, et c'est ça que disent ces scientifiques. C'est pour ça que je dis que c'est une bonne nouvelle, moi, finalement, tout ça, parce que ça veut dire que si on peut comprendre les causes qui nous ont amenés dans l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui, à nous balader tous avec un masque là, j'arrête pas de les faire tomber, eh bien, on peut agir, vous voyez, pour prévenir les prochaines. Oui, et stopper cette course éperdue vers les vaccins, parce que voilà. Alors, en vous écoutant sur toute la nécessité d'avoir un regard un peu holistique, de regarder de regarder les liens qui existent entre la santé, la nutrition, le mode de production, l'arrivée des virus, des pandémies, on arrive un peu à la même conclusion qu'on avait eue à la dernière conférence sur les aliments ultra transformés, qui est et notamment aussi quand on voit les solutions telles que la preparedness que vous avez décrite, on voit qu'on est dans des solutions qui sont un peu réductionnistes, qui vont s'attacher à étudier très précisément des pathogènes, et qu'on oublie de relier ça à l'ensemble, et qu'en fait, on arrive aux mêmes conclusions, qu'il faut avoir une vision beaucoup plus globalisée des causes et des effets. Donc, je voudrais juste vous laisser conclure sur le film que vous êtes en train de réaliser pour porter à l'écran l'enquête que vous avez faite. Oui, donc là, j'ai fait l'inverse de ce que je fais d'habitude. Donc maintenant, j'essaie de faire le film, parce que je dis bien essayer, parce qu'en ce moment, voyager, c'est quand même assez compliqué. Et ce documentaire, donc, j'espère qu'il sera donc diffusé le 22 mai 2022. C'est la Journée internationale de la biodiversité.
où je vais me rendre dans 8 pays pour rencontrer une partie des scientifiques que j'ai interviewés pour mon livre, pour vous montrer concrètement pourquoi il faut la protéger, cette biodiversité, comment ça marche, etc., etc. Et ce film a une particularité, c'est que il est cofinancé par... il y a des chaînes, mais ça suffit pas. Des institutions, y compris de recherche, l'IRD, le CIRAD, l'Office français de la biodiversité, etc., etc., des associations, Agir pour l'environnement, France Nature Environnement, enfin voilà, et des citoyens. 20% du budget, ce sont des citoyens qui peuvent préacheter le DVD. Donc je tiens à le dire, parce que plus il y aura de citoyens, plus j'aurai plus on sera fort pour pouvoir imposer que ce film soit libre d'accès rapidement dans les 8 langues de l'UNESCO, qui est aussi partenaire. Parce que plus on pèsera pour dire, ben voilà, et bon, je peux pas rentrer dans les détails, mais c'est important. Et donc, vous pouvez aller sur le site de ma petite maison de production, m2rfilm.com. Vous allez sur la fabrique des pandémies, et on peut souscrire, soit préacheter le DVD, soit réserver une avant-première. Voilà. Et en sachant que le film aura une particularité par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est que Juliette Binoche est associée au film, la comédienne. Vous verrez d'ailleurs, on a fait un trailer avec elle, un très joli trailer au Muséum d'Histoire Naturelle, qui est aussi partenaire du film, avec Rodolphe Gozlan, le scientifique dont je parlais, qui travaille en Guyane. Et je trouve ça intéressant aussi parce que je voudrais qu'il touche vraiment le plus large public possible. Et comme Juliette veut être formée en écologie, et ben c'est intéressant quoi, comme pont, voilà, y compris avec les artistes et le public. Donc nous revenons du premier voyage en Mexique, on part bientôt en Guyane, et voilà, donc rendez-vous sur le site m2rfilm.com et vous recevrez votre DVD en début 2022 si tout va bien. Voilà. Merci. En tout cas, on a hâte de voir ce film, de voir ce film sortir. Merci beaucoup de nous avoir fait le plaisir de venir ici pour échanger sur donc vos enquêtes, notamment liées à l'alimentation, et cette toute dernière qui est sortie cette année. La prochaine conférence live aura lieu donc en avril. Elle était prévue pour avoir lieu le 17 avril. C'est un samedi pendant le marché du végétal. Elle sera en visioconférence, donc on préfère l'avancer au 15 avril vraisemblablement, mais vous aurez confirmation très rapidement sur le site. C'est une conférence qui est qui traite des semences paysannes, et on aura le plaisir d'accueillir Blanche Magarinos-Rey, qui est l'avocate de l'association Cocopelli, qui donc fait la promotion des semences paysannes, et elle sera accompagnée de 2 autres intervenants qui sont des experts de terrain de la filière paysanne, avec Didier Findinier qui est producteur de blé paysan, et Thierry Vandrotte qui est boulanger, qui utilise ces semences paysannes, pardon. Mais paysages aussi. Paysages aussi. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce live, et à très bientôt donc. Merci. Marie-Monique. Merci Christine.